J'attends le top départ. C'est bon. Alors, donc voilà, hein, on va commencer à parler des audioguides, puisque il y a des profs qui sont intéressés avant et qui doivent partir un peu plus tôt, et donc comme ça, ils auront eu l'occasion de le voir. Donc ce travail, il est parti d'un constat, toujours pareil, hein, constat de ce qui se passe et comment on peut changer les choses. Manque d'implication des élèves dans les visites de musées. Ça vous est sans doute arrivé. On se débat pour fabriquer, pour mettre en place toute une organisation, le bus, tout ça, machin. On arrive au musée et bon, et on a ça. Ouais, ça c'est les élèves de 3e. On était au musée à Londres. Bon, voilà, ça se passe bien, mais comment dire? Ils sont sympas et ils font pas les ouaves, mais il ne se passe pas grand-chose. Et dans le musée, bon, c'est vrai qu'ils sont un peu fatigués parce qu'on a beaucoup marché peut-être et tout ça, mais voilà, très vite, ils se rassemblent sur les marches de l'escalier ou sur un banc, ils se mettent là et ils attendent que ça se passe. Donc c'est vrai que c'est un peu gênant quand on est prof et qu'on a organisé quelque chose. On était au British Museum à ce moment-là, et l'année d'après, on voulait amener des classes d'élèves de 3e aussi à Paris, faire tout un 5 jours à Paris. Et il y avait prévu la visite du Louvre. Donc moi je me suis dit, là, il faut vraiment faire autrement pour arriver à impliquer ces élèves dans cette visite. Donc l'objectif c'était créer des audioguides donc, du Louvre par les élèves, faire en sorte que ce soit eux qui créent les outils, donc les impliquer dans leur future visite. Et puis en plus, c'est pas négligeable, économiser le prix d'une location d'audioguide. Okay, en gros 300 € ça faisait, on avait quand même un paquet d'élèves, c'était 4 € je crois l'audioguide, enfin ça faisait aux alentours de 300 €. Ça a été fait avec 2 classes de 3e, 58 élèves. Au niveau des compétences, on va travailler sur dire, créer, produire, exploiter des données, la culture humaniste, vous allez le voir, et l'autonomie et l'initiative, donc des compétences qu'on retrouvera dans le socle. Le matériel nécessaire à ça, c'est très... vous voyez dans la ligne du haut, vous avez soit un ENT, un micro, des iPods par exemple, ou des baladeurs, et puis des appareils photo, sachant que tout ça peut être remplacé par la ligne du bas. On parlait des téléphones tout à l'heure, le micro on l'a dans le téléphone, le baladeur on l'a dans le téléphone, l'appareil photo on l'a dans le téléphone. Donc du coup, c'était téléphone portable des élèves, puisque j'allais pas leur passer un appareil photo, et voilà, c'était pas ce qui était prévu. Vous reconnaissez ici une application qui a servi à nous... à remplacer l'ENT. Est-ce que vous connaissez cette application qui s'appelle Evernote? Alors, ne notez pas forcément cette application-là, il en existe plein. Des applications où on peut mettre en commun des choses. Ça va aller de Google Drive à Pearl Trees, à tout à fait, ça peut être aussi Evernote parce que ça fonctionne encore. Il y a plein d'applications qui vont pouvoir vous permettre de créer des comptes et finalement de mettre en commun des choses. C'est possible avec vos iPads de l'ESP, puisque vous pourriez utiliser encore une fois l'application Note. Puisque vous avez peut-être remarqué cet après-midi, mais quand il y en a un qui crée une note, tout le monde l'avait. Et donc déjà, vous pouvez faire ça avec Note. Ça sera aussi simple. Si vous le faites ici, dans un établissement scolaire, il faudrait arriver à le faire avec une autre application. Alors l'organisation de la création de cet audioguide, c'est d'abord de la recherche documentaire. L'idée, c'était bien de faire en sorte que les élèves créent leur audioguide avant d'aller à Paris. Alors vous allez voir, on va faire créer... moi j'avais déterminé un certain nombre d'œuvres qu'on allait aller voir. On aurait pu le faire aux élèves, hein, mais ils avaient déterminé ça. Moi j'avais déterminé ça avec les collègues avec qui on organisait le voyage. Et puis on a dit, la Joconde, pour faire simple, qui c'est qui va travailler sur la Joconde? Il y avait un groupe de 2-3 élèves qui allaient travailler sur la Joconde. La Vénus, pareil pour, par exemple... il s'appelle, je sais pas moi, la mort de Sardanapale de la Croix, le radeau de la Méduse, enfin bref, toutes ces œuvres avaient été choisies et donc données au petit groupe d'élèves. Donc on a d'abord la recherche documentaire, ensuite l'écriture de l'audioguide, puisque comme c'est de l'oral, eh bien c'est aussi avant de l'écrit.
l'enregistrement, le téléchargement et enfin la visite. Donc on va voir ces 5 étapes. Donc il y a la phase de recherche. La phase de recherche, elle est soit sur Internet, soit sur des livres, hein, pourquoi pas. Donc le groupe qui va avoir en charge de la Joconde va travailler sur la Joconde. Ils vont dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on trouve sur la Joconde. Le but, c'est quand même de les contraindre énormément en leur disant, ton texte doit faire par exemple, je ne sais pas moi, 600 mots. Je dois avoir dedans le nom de l'auteur, la date. Voilà, il faut vraiment faire une consigne un peu précise pour pas que les élèves... Il ne suffit pas de dire aux élèves, fais-moi un audio-guide sur la Joconde. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans un audio-guide? Il faut poser ces questions-là. Eh bien, voilà, les caractéristiques, bon voilà, vous savez ce qu'on trouve, mais il faut penser à le dire aux élèves quand même avant. Donc pareil, on peut envoyer une note avec dessus les différents points qu'on veut voir abordés dans ce texte qu'ils auront à écrire. Donc ils vont chercher sur un site, sur un livre, des informations sur la Joconde, si ça doit être la Joconde. Et donc, ils font un texte de 600 mots, 500 mots, selon le niveau, selon ce qu'on désire avoir comme longueur. Et ces textes-là, eh bien, ils vont les faire sur un ENT. Donc, là, c'était sur Evernote, mais Evernote, ce n'est pas forcément une application qu'on utilise beaucoup maintenant, même si elle a connu un grand boom dans l'éducation à un moment donné. Ça peut être sur le logiciel Note qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être sur d'autres applications comme Pearl Trees qui sont gratuites pour la partie, en tout cas, pas la partie premium. Hein. Donc voilà, on détourne des applis qui ne sont pas faites pour ça, mais on s'en sert d'environnement numérique de travail avec les élèves. Le but, c'est qu'ils arrivent à... Le but, c'est d'éviter les clés USB. Hein. Vous avez tous vécu ça. Oui, mais c'est sur la clé USB de Jérémy, mais Jérémy est absent aujourd'hui. OK, donc on ne peut plus bosser. Alors que quand c'est en ligne, eh bien, tout le monde on a la possibilité de récupérer le travail. Et puis ensuite, ils partagent des informations que moi aussi je partage avec eux. C'est-à-dire que je peux voir sur Evernote par exemple, j'ai créé un compte pour la classe et chacun va pouvoir y mettre ses notes. Pearl Trees, je mets un compte pour la classe, chacun va poser ses notes dedans et moi je vais pouvoir regarder, ah oui mais la note de tel groupe elle n'est pas terrible, alors que le travail des autres il est un peu trop long, donc je peux leur donner des conseils aussi. Exactement comme sur Note tout à l'heure, j'aurais pu, ce soir, regarder vos productions, vous donner des conseils et vous redonner les iPads demain et on va plus loin. D'accord ? Donc voilà, la phase de recherche se fait à la fois sur Internet ou sur des bouquins et puis on produit le texte en ligne sur quelque chose qui permet de le partager avec le prof et les autres élèves. Donc la phase d'écriture, j'en parlais, elle se fait sur Evernote, soit sur un téléphone portable d'élève qui a accès à l'application, soit sur un ordinateur de la classe, soit à la maison, ça peut être fait aussi de cette façon-là. Et donc là, c'était une capture d'écran qui n'a pas lieu d'être montrée puisque ça dépendra de l'ENT que vous utiliserez. Ensuite, il faut enregistrer les voix. C'est-à-dire qu'on va avoir une phase d'oral où on va pouvoir enregistrer la voix de l'élève qui produit l'audioguide. Donc, soit on l'enregistre avec le téléphone, comme vous savez tous le faire, hein, on met le téléphone en dictaphone, on s'enregistre, on va dans un coin, un peu à l'abri, avec un petit micro s'il le faut. Tiens, je vais vous faire voir un petit micro-cravate qui ne vaut pas grand-chose et qui peut être très utile. Vous allez voir, hop. Voilà, par exemple, ça c'est un micro-cravate qui ne vaut pas très cher et qui est, voilà, qu'on peut utiliser. On le branche ça sur le téléphone. Et on a un son tout à fait performant, quoi. On le branche, on se le met ici, et le son est de qualité. Donc ça, c'est si on veut améliorer la qualité sonore de la production des élèves, ça peut être pas mal. Ensuite, il faut héberger les productions. C'est-à-dire que les élèves, ils auront enregistré leur son sur leur téléphone. Ou alors, ils auront hébergé leur son soit sur leur téléphone, soit sur une application qui permet d'héberger du son en ligne. Ça, c'est pas la peine de multiplier les contextes techniques. Le mieux, c'est qu'ils aient fait leur son sur des iPads, sur des téléphones, et le prof doit récupérer ça. Il y a forcément un moment où le prof récupère ça, doit renommer tous les fichiers. Alors, il ne faut pas les appeler la Joconde et compagnie. Il faut les appeler 01, 02, 03, 04, voilà, jusqu'à 09, et après 10, 11, 12. Parce que comme ça, ils vont se classer forcément dans le bon ordre qui sera l'ordre de la visite. Okay ?
Alors on peut les appeler 01 la Joconde, 02 la Vénus de Milo, 03 la je sais pas quoi. Mais c'est important de les classifier pour qu'ils soient bien dans le bon ordre. Comme ça, ils se mettront toujours dans ce même ordre, quel que soit là où on les met. Ensuite, moi, ce que je me suis dit, c'est que une fois que les élèves sont arrivés avec leur téléphone et ont dit, bon, ben voilà, maintenant j'ai enregistré mon son, il fait 2 minutes, qu'est-ce que j'en fais? Je vous le donne, monsieur, donc il me le passe par AirDrop, il me l'envoie par mail, il me l'envoie de la façon dont il le souhaite. Je peux le récupérer en Bluetooth aussi, ou alors je peux le récupérer sur l'ordinateur du collège. Il se branche, je récupère le son. Il faut le faire la façon qui est la plus facile pour nous. Et puis moi, après, je vais l'héberger, ça. Il faut forcément que cette partie-là, tous ces sons, j'en fasse un fichier et je les mets en ligne. Donc soit je les mets sur le site d'un collège, soit je les mets sur une Dropbox, j'imagine que vous connaissez ça. Il faut faire en sorte de les mettre à un seul endroit pour que les élèves puissent aller les télécharger la veille, enfin quelques jours avant la visite, une semaine avant la visite. Donc, vous avez bien compris le truc, on a d'abord une production qui est faite en classe, ils s'enregistrent en classe ou chez eux, peu importe, ils reviennent avec le son, nous on met le son en ligne quelque part, Gmail, enfin pas Gmail, mais Google Drive par exemple, on leur donne l'accès, on leur donne un lien et ils vont télécharger ça. Les élèves, ils savent très bien mettre de la musique sur leur téléphone. Et en fait, c'est de la musique. Donc, ils vont télécharger la musique sur leur téléphone. Donc ça, on leur demande, et les élèves ils téléchargent l'ensemble des fichiers sur leur propre lecteur. La plupart du temps, c'est un téléphone. À l'époque, il y en avait qui avaient mis ça sur leur baladeur. Mais ils n'ont plus de baladeur, les élèves. C'est fini. Maintenant, ils ont tous que des téléphones. Et donc, ils ont tous la production de chacun. Donc l'élève, avant la visite, eh bien, il a pris, avant la visite, il a pris par exemple les 25 productions de toute la classe. Il les a téléchargées, on est encore à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, on s'apprête à prendre le bus dans 2-3 jours. Eh bien, ils ont tout ça sur leur téléphone. Moi, ce que j'avais fait, c'est qu'on avait des baladeurs MP3 en plus. Donc j'avais pris quelques baladeurs MP3 avec les productions, au cas où un élève a un problème de batterie ou un truc comme ça. Bon, c'est pas forcément arrivé d'ailleurs. Donc on a... Le portrait de Louis XIV est une huile sur toile, peinte en 1501 par Hyacinthe Rigaud. Celui-ci mesure 3,31 m de hauteur et 2,05 m de largeur. Réalisé à la demande du monarque, ce tableau représente le monarque Louis XIV en costume de sacre. Ce tableau était destiné à son petit-fils Philippe V. Louis XIV est représenté dans sa richesse où l'on remarque la fleur de lys et son sceptre, qu'il tient de la main droite, signe de royauté, et les talons hauts, signe de richesse, car en effet, la longueur des talons était proportionnelle à la richesse. Le roi n'est pas assis, il se veut moderne. Il est sur une estrade, ce qui le rend plus grand. On peut remarquer la ligne de force qui passe au-dessus de sa tête et longe sa cape. Le tableau a été si bien réussi que le roi, qui devait envoyer le tableau à son petit-fils, le garda et lui envoya aussi simplement une copie. Ah oui. Ça, c'est un coup de harpe, c'est pas moi qui joue. C'est en fait, j'avais rajouté ce petit son, moi, à chaque fois pour dire aux élèves, tiens, voilà, c'est fini. À la meilleure de ces livres qu'on avait là, il faut tourner la page. Et donc, voilà, le format, c'est très court. J'avais demandé à ce que chaque intervention soit terminée par une espèce de chute. C'était des élèves qui savaient ce que c'était qu'une chute, ils avaient travaillé sur la nouvelle ou sur la poésie aussi. Et donc, je voulais qu'ils terminent par une petite anecdote sympa pour leur dire, voilà, si vous voulez être écouté, il faut que vous produisiez des choses qui soient agréables à entendre. Et donc, c'est pour ça qu'il finit en parlant de la copie que Louis XIV avait demandé. Et donc voilà. Nous voilà partis à Paris. Chaque élève a dans son téléphone chargé les productions de toute la classe. Alors des enseignants me disent « Ouais, mais est-ce qu'ils ne les écoutent pas avant ?» Et alors, voilà, hein, et alors tant mieux, hein, il apprendra plein de trucs, tout va bien. Pareil dans Evernote, mais est-ce qu'ils ne vont pas aller voir les productions que les autres font? Ben oui, très bien, ça partage, ça collabore, très bien. De toute façon, ils ne vont pas recopier le truc de la Joconde sur le truc de la mort de Sardanapale, ça n'aura pas de sens. Donc ça va vite se voir en tout cas. Donc voilà, c'est pas gênant que ça collabore, au contraire. Et ensuite, on part faire la visite du musée. Alors là, 2 classes de 3e au Louvre, en leur disant, bon, mais voilà, vous avez 3 heures, dans 3 heures, rendez-vous ici. C'était un peu stressant. Donc moi, j'ai fait des plans du Louvre. J'ai pris le vrai plan du Louvre et je l'ai un peu simplifié. Donc on a, ça c'est le plan du rez-de-chaussée, on a le plan du premier étage,
et on a le plan du deuxième étage. On pourrait imaginer faire ça avec les élèves aussi, mais ça, moi j'ai eu cette idée 15 jours avant le départ au Louvre. Donc ça a été un peu, il y a des choses qu'il a fallu que je fasse, notamment ça. Et voilà, ils ont un plan, je leur distribue le plan, papier. Rendez-vous sous la pyramide dans 3 heures. Et donc, je leur indique, voilà, il faut prendre l'escalator, après l'escalier, il faut se débrouiller écouter la piste numéro 1, qui s'est psyché réanimée par le baiser de l'amour, en salle 4. Et donc, ils ont tout leur plan. Et donc, ils doivent eux-mêmes aller chercher à chaque fois, aller lire la piste 1, la piste 2. Ensuite, ils vont voir toutes les différentes salles. Là, je leur avais même mis, on avait fait une partie de l'audioguide qui était sur la vue, vous savez, la vue depuis le Louvre, où on voit tout l'alignement donc, de la pyramide du Louvre, la Concorde, et l'Arc de Triomphe et la Défense. Donc il fallait qu'ils aillent voir un truc qui était par la fenêtre. Là, pour le coup, au Louvre, ce n'était pas une œuvre d'art, mais voilà, un groupe s'était occupé de ça. J'avais mis la scène là, pour qu'ils ne se trompent pas entre là et là, hein, parce que c'est bon, on est du bon côté. Non, il n'y a pas la scène. Donc c'est des choses... Mais en fait, moi j'avais des élèves de milieu rural à cette époque-là, et je leur ai dit, vous voyez, cette longueur-là, ça équivaut à un terrain de rugby. Parce que ça leur parlait. Et là, ils ont fait, ah oui, non, mais c'est très grand. Ils ne se rendaient pas compte du tout de la grandeur du musée. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, on lâche les gamins dans la nature, et voilà, et on voit un petit peu ce qui se passe. Et moi, j'ai fait la petite souris, hein, je suis allé voir un petit peu ce que les élèves faisaient. Et je leur avais demandé de rapporter à chaque fois une preuve de leur passage devant chaque œuvre d'art. Parce que je ne voulais pas qu'ils fassent comme les autres de la British Museum. Donc je leur ai dit, ben, vous rapportez un selfie devant chaque œuvre, quoi. Donc obligé de... Donc voilà, devant la liberté guide dans le peuple, on a des élèves qui font des selfies. C'est autorisé de prendre des photos au Louvre. Donc voilà, ils utilisaient leur téléphone. Donc on en a qui se sont amusés à faire les oeuvres un petit peu comme ça, devant le serment des Horaces. Voilà, avec un air très docte. Psyché réanimée par le baiser, voilà. Donc elles se sont bien amusées. Hein. Et vous voyez, elles avaient leur plan à la main, là, avec leurs œuvres dessus. Et le radeau de la Méduse. Voilà, il y en a qui se sont amusés. Alors oui, il y a des profs après qui m'ont dit, oui, on pourrait reprendre les poses qui sont faites sur les tableaux. Là, c'est pas vraiment le cas, mais c'est assez drôle. On avait deux comédiennes en herbe. Elles en ont bien profité. Mais en tout cas, elles avaient ramené une preuve. Elles m'avaient prouvé qu'elles étaient capables d'aller chercher sur le plan les informations, tout ça. Elles avaient écouté tout ce qui avait été produit. Donc, honnêtement, l'objectif était atteint, quoi. Donc on a économisé de l'argent, on a mis les élèves au boulot, et les élèves, ils étaient très curieux de savoir ce que les autres avaient fait. Donc ils écoutaient la voix de leurs camarades à chaque fois. Ça, c'était sympa aussi, c'était pas une voix neutre, c'était ah ouais, eux, ils ont été bons là-dessus, c'est quelque chose qui a été fabriqué par eux. Et ça change quand même tout, parce que en audio guide, ils n'ont pas choisi de le faire. On leur colle ça, allez, vous écoutez le truc. Ils n'ont pas le choix, ils vont écouter tout et n'importe quoi. Il faut vraiment l'organiser. Là, c'est des choses qui avaient été vues avec le prof d'art, il fallait qu'ils voient plutôt ça. Et donc on avait complètement verrouillé un petit peu le truc. Ça a été très intéressant comme projet. Et à la suite de ça, on est allé un peu plus loin. L'année d'après, on a découvert une application. Enfin, ce n'est pas une application, c'est un site internet. Et c'est là qu'il faut que je vous fasse voir quelque chose qui est sur internet. Faut que je bascule, c'est ça? PC? Non, HDMI 1. Ah, VGA, pardon, oui. Ouais, donc il faut que je vous parle de 2 petits projets qu'on avait fait là. C'est VGA 2? Non, c'est le 1. Attends, est-ce que c'est bien... Ah oui, tu as raison. Oui, c'est un peu lourd tout ce câblage. Bien vu. Hop, ça va aller? On va voir, ouais. Ouais, ça devrait aller. Ouais, l'année d'après, on a découvert un site que certains peut-être connaissent.
Je ne sais pas, mais on va savoir. Donc Easy Travel, qui c'est qui connaît ce site? Tu le connais, Florence? Oui. Easy Travel, c'est un site participatif et collaboratif. C'est un peu le Wikipédia des audioguides, en quelque sorte. Chacun peut faire un audioguide et on peut participer, enfin on peut profiter des audioguides qui ont été créés par les autres. Donc il nous offre, c'est un site autrichien à la base, il nous offre une plateforme pour créer des audioguides. Mais alors du coup, on passe à un niveau très supérieur, quoi. Pas forcément ultra technique, vous allez voir. Et donc, Easy Travel, c'est vraiment le site qui permet, c'est pas grave, c'est vraiment un site qui permet de fabriquer les audioguides, de les mettre en ligne, de les faire participatifs pour d'autres. Il en existe un à Papeete, je suis allé voir. Ouais, c'est pour le train, en fait. Voilà, pour le tour de la ville par le train. Ouais, par le petit train. Donc, il existe déjà. Voilà, Easy Travel, alors ça fait très pro hein, comme site, d'ailleurs c'est pro. Hein. Vous avez des milliers de visites qui existent. Donc vous, si vous allez dans un pays étranger, voilà, vous pouvez aller voir ça. Vous cliquez dans la barre de recherche. Donc on va mettre explorer, là on n'est pas sur créer un audio guide, donc on va mettre explorer. On va chercher par exemple... Vous avez vu qu'il y a un truc qui s'appelle CDI Exponium, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est? Non. Pourquoi? Il n'y a que des publics, il y a un public mineur ici. Mais pourquoi? Exposé, on voit que c'est des vrais. Non? Ouais. Ouais. Expo numérique, expo numérique. Oui, ça doit être ça, ouais, en effet. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, celui sur Papeete, il existe. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, en fait, vous avez un audio guide qui est déjà fabriqué. Vous le téléchargez. Alors, il faut télécharger l'application hein, sur son téléphone portable. Vous téléchargez l'application Easy Travel et vous pouvez aller soit aller consulter si vous avez la 4G en ligne. Voilà, vous allez dans une ville et si vous avez la 4G, ça ne pose pas de problème. Par contre, si vous êtes dans un pays étranger, comme par exemple moi, si je vais à Papeete, je n'ai pas de 4G sur mon téléphone. Donc, il faut que je le télécharge quand j'ai un point de Wi-Fi. Quand j'ai du Wi-Fi, je télécharge, j'absorbe toute la visite dans mon téléphone via l'application. Et après, je peux aller à Papeete, me mettre hors connexion et j'aurai toute la visite. Ce qui est super bien fait, c'est que, en fait, ça va me permettre de me géolocaliser tout seul. C'est-à-dire que quand je vais entrer dans une zone, l'audio guide va géolocaliser, va me dire « Ok, il est rentré dans telle zone, on lance le son ». Donc c'est ça qui est bien fait. Donc vous voyez ici, bon, vous le voyez pas très bien d'ailleurs, mais je vais zoomer dessus. Voilà, par exemple, c'est une balade qui... Ah, je peux la mettre comme ça. C'est une balade qui commence... Voilà, c'est vraiment assez gros. Hein. J'aimerais vous faire écouter un point, par exemple. Sur votre droite, la place Vallette, où se regroupent les fameuses roulottes, fut réalisée à la fin du XIXe siècle pour accueillir les premiers paquebots et navires marchands. Petite musique exotique. Elle a servi de terrain pour des grands hangars commerciaux, le bâtiment des douanes, et fut l'un des premiers emplacements du marché de Papeete. Après la place Tarahoy, la place Vallette accueillit durant plusieurs années le célèbre Tjurei avec ses animations et ses événements traditionnels qui se déroulent chaque année au mois de juillet. Bon bref, il y a 2 minutes à chaque fois. Ils auraient pu décider de faire 30 secondes, de faire 10 minutes, peu importe. En tout cas, le site permet donc d'aller voir ce qui existe et le site permet aussi d'aller fabriquer des audioguides. Alors je vais vous faire voir un petit peu, mais avant ça, je vais vous faire juste un petit test. Est-ce qu'on retrouve l'audioguide Pardon ?
Alors, les cartes, elles existent puisque c'est lié avec Google. Après, par contre, sur certains musées, quand on est sur un musée, il faut que la carte du musée soit disponible et sur le site. Alors en fait, quand tu vas sur Easy Travel, on te propose soit tu fais la visite d'un lieu extérieur, soit tu fais la visite d'un lieu intérieur. Donc on peut le faire. Moi, j'ai jamais fait de la visite d'un lieu intérieur. Donc je sais pas. Je sais qu'Albert Camus à Bayonne, il l'avait fait pour la visite d'un collège. Apparemment, ça avait été possible, alors que sur Google, la carte du collège n'existe pas. Tu vois, mais ça doit avoir une résolution beaucoup plus précise, j'imagine. Et nous, Tu peux télécharger ta propre carte aussi. tu peux imprimer voilà, tu dois pouvoir, ouais, mais il faut qu'elle soit quand même liée au plan. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'était bien sûr tout simplement l'audio-guide du petit village dans lequel on était. Donc vous allez voir ce que ça donne avec des voix d'élèves. Donc ça y est encore, c'est encore en ligne, heureusement. Centre historique de Limbeil, petit village donc au cœur du Béarn. Vous voyez, il y a beaucoup moins de choses que ce que vous avez vu pour Papeete. On avait fait quoi 6. Il y avait 6 points dans le bled. Bon, il faut dire que c'est sûrement 6 fois ou 18 fois plus petit que Papeete aussi. Hein. Mais voilà, j'avais autant de groupes que ça. Il devait y avoir 2 ou 3 élèves par point. Là, ça fait 6 fois 3, 18. Je vais avoir 18 élèves qui travaillaient sur ce projet-là. On avait fait ça un IDD en 5e, c'était à l'époque. Et donc, les élèves étaient partis prendre des photos. Donc, on avait, mettons, une photo de la place. Là, vous voyez assez mal parce qu'il y a des contrastes très forts sur ce truc, sur cet écran. Mais on avait une photo prise par les élèves, hein, encore une fois, libre de droit et compagnie. On explique aux élèves qu'on ne va pas piquer des photos sur Internet pour faire ça, on produit nous-mêmes. Donc, ils vont prendre la photo, ils l'intègrent dans le site, ils déterminent la zone géographique sur cette carte. Donc, enfin, bien sûr, hein, il faut se créer un compte. Hein. Vous doutez bien qu'il faut se créer un compte. J'aimerais mettre ça en grand écran. Voilà. Vous voyez, là, il y a une place dans ce village qui est triangulaire comme ça. Et bien, à un moment donné, on a dit, tiens, le point numéro 1 qui va être sur la salle, sur la place, eh bien, il va être géolocalisé sur ce grand triangle-là. C'est-à-dire qu'on l'a dessiné. Voilà, on a dit tel point à tel point à tel point. Tac, ça se peint en rose automatiquement. On dit ça, c'est le point numéro 1. Et bien, dans le point numéro 1, on lui fait correspondre une image et on lui fait correspondre un fichier audio. Et une fois qu'on a fait ça, on valide le point 1. Et après, on passe au point 2, au point 3. Honnêtement, c'est vraiment très simple à faire. Et du coup, ça donne... Voilà, ça donne les élèves... Bienvenue sur la place Marcadieu de Limbeil. Vous trouverez sur cette place la plus importante de Limbeil, les commerces, les services administratifs, des restaurants. C'est ici que se déroule tous les jeudis matins le marché, d'où le nom en béarnais Marcadieu, qui veut dire l'endroit où se déroule le marché. Vous pouvez observer une halle et à côté... Bon, bref, voilà, je ne vais pas vous faire la visite intégrale, mais en tout cas, on a donc l'église, l'ancienne gare, le lavoir, la fontaine, la Bastide. Ce projet, c'était intéressant à faire parce qu'on s'est mis en relation avec le syndicat d'initiative, l'Office du tourisme. Ils sont venus, nous ont dit « Ah mais oui, mais si vous cherchez des informations sur ça, ça et ça, on connaît la personne qui est très branchée là-dessus, on la connaît bien, elle peut venir faire une information au collège. » Donc cette personne est venue, on l'a rencontrée, les élèves avaient prévu des questions, ils ont pris des notes. Avec ces notes, ils ont synthétisé ce qui avait été fait, ce qui avait été raconté par la personne et on l'a écrit. Donc on a travaillé, voilà, ils ont fait venir quelqu'un, ils ont prévu des questions, enfin c'est un travail assez long, hein, honnêtement. Et à la fin, on met en ligne chaque production d'élèves. Cette gamine-là, je me rappelle, c'était une élève très en difficulté. Et en fait, elle s'y est reprise, je ne sais pas combien de fois pour arriver à lire son texte sans heurts, quoi, sans que, voilà, on n'est pas arrivé à quelque chose de complètement parfait. Mais en tout cas, à la fin, bon, elle avait dit son truc, c'était voilà, très valorisant pour elle. Et c'est encore en ligne. Vous voyez, c'est téléchargeable sous iOS, sous Android et sous Windows Phone. Donc, c'est multi-support, c'est gratuit, c'est faisable depuis un ordinateur. Il suffit de prendre une photo et d'organiser et d'enregistrer la voix des élèves. Après, au pire, si ce n'est pas les élèves qui fabriquent le truc, ça peut être vous, hein, suivant le niveau qu'ils ont. Hein, des petits 6e, c'est moi qui ai mis tout ça en ligne pour des 5e. Je ne leur ai pas fait mettre en ligne les choses, c'est moi qui les fabriquais. Mais après, on est allé le tester. Voilà, on est allé tester dans le petit village. Et puis, le syndicat d'initiative a mis un peu en valeur ça.
Donc ça peut être intéressant. Vous parliez tout à l'heure d'un projet lié au street art dans les rues de Papeete. Voilà, il n'y a pas de, par exemple, de visite à ce niveau-là. Ça peut être créé avec des élèves, avec des étudiants de l'ESP, pourquoi pas. À l'ESP de Pau, on a fait un projet lié à l'environnement. Il y a un très beau jardin aussi à l'ESP de Pau. Et donc, il y a des érables du Japon, il y a beaucoup de camélias, de magnolias. Et donc, on avait fait un petit truc voilà, avec les étudiants de l'ESP, où encore une autre façon de faire une espèce d'audio guide, qui n'en est pas un. Vous allez voir, c'est ils s'étaient renseignés, donc recherche documentaire sur les plantes. Donc là, il faudrait un prof de SVT, je ne sais pas s'il y en a par ici, mais bon, voilà. Et on vous en enverra si jamais. Et donc, recherche sur les plantes, par exemple. Fiches détaillées, scientifiques ou pas, j'en sais rien, des plantes qui sont dans l'environnement. Enregistrement du son, mise en ligne du son. Alors là, on avait fait avec SoundCloud. SoundCloud, c'est une espèce de comment dire, de Deezer pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire, tout le monde sur Deezer, vous ne pouvez pas mettre votre son. Hein. Sur SoundCloud, vous pouvez avoir un compte et mettre du son en ligne. Donc vous l'hébergez. SoundCloud vous permet d'éditer un QR code. Ce QR code, on l'avait découpé et on l'avait pendu, on l'a mis sur plastique, on l'avait pendu aux arbres. Donc on avait fait une visite du jardin de l'ESP, ils flashaient le QR code et clac, de suite ils avaient le son de ce qui avait été enregistré. On peut aussi faire en sorte qu'il y ait des photos qui arrivent d'ailleurs. Donc voilà, encore une autre façon de travailler avec un audio guide. Donc soit on colle des QR codes quelque part, on les flash, soit on fait la version vraiment premium avec Easy Travel où on va faire un petit peu plus de manip informatique, mais encore une fois c'est vraiment très simple. Soit on fait enregistrer par les élèves et là on reste un peu en local, ils ont ça sur leur téléphone et on part en balade, on part en visite. En tout cas, il n'en existe pas beaucoup de choses sur Easy Travel. Je me rappelle que, par exemple, sur la ville de Pau, il y a peu de choses. Alors, c'est sûr, si on tape une grosse ville comme Paris ou un truc comme ça, on va avoir plein de choses. Ou même Bordeaux. À Bordeaux, vous voyez, il y en a quand même pas mal qui existent. C'est pas non plus fou. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler dans plusieurs langues. C'est qu'on peut très bien héberger, on peut très bien dire, tiens, je fais la version française, et puis je fais la version espagnole, et puis je fais la version peut-être en tahitien, et du coup, on fait rentrer dans ce projet des disciplines qui n'y étaient pas à la base. Et même, on le fait évoluer d'une année à l'autre. Un truc qui existe, qui a été fait en français une année, l'année d'après, le prof de langue se l'accapare et dit, nous, on va travailler sur la version en tahitien, par exemple. Donc vous voyez, pour une grande ville comme Bordeaux, il n'y en a pas non plus... bon, je pense qu'il y en a un peu plus que ça, mais vous voyez, c'est pas dingue, quoi. Hein. Et puis il y en a sans doute en anglais, il y en a sans doute dans d'autres langues. Donc voilà, sur les traces des personnages célèbres espagnols à Bordeaux, voilà, un truc très très pointu. Un tour de Bordeaux, la plus belle ville du monde. Bon voilà, les Bordelais sont assez chauvins comme ça. Bordeaux, Cognac, La Rochelle, alors là c'est un trip carrément. Hein. Et si vous êtes un petit peu radin, vous pouvez même les monétiser. Parce qu'il y en a qui sont il faut les acheter. Ouais, quelques-uns sont développés sûrement par des gens un peu professionnels, j'en sais rien, hein, en tout cas. C'est assez rare hein, en général, la plupart du temps ils sont gratuits. Ils sont complètement gratuits la plupart du temps, donc ça c'est pas quelque chose qui doit vous freiner la plupart du temps. Donc Goya, ouais, je crois qu'il y en a un sur Tarbes avec les trucs de Goya. Voilà, on peut le faire sans doute sur des lieux très vastes, puisqu'on a la carte Google, quoi. On dit tiens, là je veux un lieu, là je veux un lieu, là je veux un lieu carré, si c'est une place, je veux un lieu rond, plutôt rond, parce que c'est un endroit où les gens ils vont arriver un peu de partout. Ou alors je veux un lieu étroit. Nous on avait une rue dans l'Embeil où elle est très étroite comme ça, et on voulait que ça les capte où qu'ils aillent dans cette rue, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivaient par là ou par là, il fallait que ça les capte. Donc on met long comme ça, et ça marche bien, quoi. Quand on y arrive, on a lancé l'application, on arrive, et quand on entre dans la zone, clac, le truc s'ouvre tout seul et dit, on vous propose de lire ça. Et donc voilà, le truc marche très bien. Et Easy Travel, ils étaient
Ils étaient d'ailleurs à un moment donné OK pour le faire passer un peu plus dans l'éducation. Ils voulaient pousser parce qu'ils ont compris que les profs détournaient à fond cette appli. Et finalement, ça ne s'est pas fait tant que ça. Mais bon, c'est toujours ouvert, c'est toujours gratuit et participatif. Et le résultat fonctionne très bien. Comment Alors moi, ce truc-là, je l'ai connu, mais tu as raison, hein, c'est le même problème que Wikipédia. C'est que quel contrôle Wikipédia, on sait que c'est contrôlé, ça, j'en sais rien, honnêtement. Est-ce qu'on pourrait faire une contre-visite de Papété et dire que voilà, tout est faux? Je ne sais pas, parce qu'à l'époque où je l'ai utilisé beaucoup, ce site, eh bien, il y avait peu de choses. Maintenant, forcément, il peut y avoir des dérives. Et donc, peut-être qu'il y a des choses qui sont fausses. Je ne sais pas quel contrôle il y a là-dessus. Ouais. C'est une excellente question, parce qu'il pourrait y avoir de la publicité mensongère ou des choses voilà, fausses, ou détournées, ou simplement erronées. Est-ce que ça vous parle, ce genre de choses? Comment vous pourriez éventuellement envisager un travail là-dessus? Pour les journées portes ouvertes d'un établissement, est-ce qu'on pourrait s'en servir? Complètement. Ça a été fait par le tu vas voir, Bayonne, France. À une époque, Bayonne, il n'y avait que le musée Bonnat. Maintenant, vous voyez, ils ont fait un Easy Travel sur Eidos, qui est un rendez-vous donc éducatif de... Et là, vous avez visite du collège Albert Camus. Donc vous avez la visite de l'établissement. On est vraiment, je vais vous faire voir, on est vraiment au sein de l'établissement. Hop. Vous voyez la carte, en fait, elle est, je ne sais pas si vous la voyez la carte, mais elle est, c'est la carte des bâtiments qu'offre Google. C'est sûr qu'il faut qu'elle soit un petit peu à jour, mais voilà. Alors on peut regarder hein, ce que ça a donné chez eux. Si on prend le 1, entrée du collège. Collège public du secondaire, le Collège Camus accueille les élèves des 6 écoles publiques primaires du secteur. École Brana, École Aristide Briand, École Jean Cavaillès, École Pierre Brossolette, École Charles Malégari et École Jules Ferry. Le collège accueille environ 400 élèves habitant sur la rive nord de l'Adour. L'établissement intègre des sections d'enseignement spécifiques comme la SECPA, la classe U10 et l'UP2A. Entièrement rénové à la rentrée 2015, le collège a accueilli La vie scolaire se situe au rez-de-chaussée du bâtiment A. La vie scolaire est dirigée par la CPE. Ils ont fait ça pour le faire écouter au CM2 qui venait visiter le collège. C'est pas forcément un discours qu'on semble déterminé pour des CM2, mais en tout cas, je pense que c'était aussi pour les journées portes ouvertes et les parents et compagnie. Donc, peut-être qu'un jour il y aura la version en basque, je ne sais pas si elle est... Non, apparemment pas. Mais voilà, c'est pour un établissement scolaire, voilà, ça a été fait et c'est tout à fait réalisable. Les étudiants pourraient le faire ici pour l'ESP ou pour la fac ou j'en sais rien. Mais après, c'est vrai que ça peut être intéressant dans une ville comme ici, où il y a quand même du tourisme, autour d'un projet de mise en valeur de la ville, en relation avec des gens, quoi. Parce qu'on peut imaginer que ce n'est pas la réponse des élèves et la voix des élèves, si c'est des étudiants de l'ESP, mais ça serait, je sais pas, sur le street art, ça pourrait être la fille qui s'occupe de ça, là, hein, cette jeune fille qui a mis en place le festival. Voilà, des gens du coin qui viennent parler, qui seraient interviewés par les étudiants, et c'est leur voix à eux-mêmes qui seraient captés pour être mises en ligne. Bon, voilà, après, c'est un outil, encore une fois, vous en ferez ce que vous voulez, hein, mais sachez que ça existe. Peut-être ce qu'on aurait dû mettre en place pour la journée d'intégration qu'on a faite cette année au musée des îles. On voulait faire une journée d'intégration en début d'année au musée des îles. D'accord. Et on voulait articuler ça à un projet interdisciplinaire avec des étudiants stagiaires. Et en fait, on voulait les faire travailler sur les contenus du musée, mais en même temps, on n'avait pas beaucoup de temps. Enfin, bon, on a fait des choses. Mais en fait, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est encore faisable. Oui, bien sûr. Après, c'est... Autant pour les plantes, pour le jardin, que pour certains... Il y a un jardin aussi, ouais. Et ça se ferait, à mon avis, plutôt sous la première forme que tu as
Ok, sur leur téléphone, ouais. Ouais, une playlist, c'est ça. Hein. Oui, maintenant, il suffit d'arriver à mettre ça sur un hébergeur. Même moi, je l'avais mis sur le site du collège. J'avais mis penser, tout, parce que j'avais qu'une peur, c'est que les gamins n'avaient pas téléchargé le truc. Et j'avais mis, voilà, penser à télécharger l'audio guide avant de partir à Paris. Et donc, ils savaient faire, hein, télécharger le truc, le mettre sur leur téléphone, et ils avaient tous ça. Et généralement, tous les élèves, ce que je n'avais pas forcément prévu, ils se sont mis tous par deux et ils ont partagé les écouteurs. Alors qu'ils avaient assez d'écouteurs pour eux. Hein. Mais voilà, ils se sont mis un peu par deux, voilà, par affinité. Oui, alors c'est vrai que Marco avait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être un travail fait par des gens tu vois, pour faire des recherches aussi sur les. Tu vois, Ouais. sur L'idée, c'est vrai que c'est pas que vous le fassiez vous. Hein. Ouais. 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 Des vidéos guides en fait. Ouais. Et avec des QR codes dans tout le musée. Il flashait. Ok. Ouais. En plus, ce qui est intéressant, c'est que là, le GPS doit marcher, alors que dans un établissement, normalement, le GPS ne marche pas. Donc, du coup, Pourquoi? Parce que c'est trop confiné? Ouais. Normalement, ça ne devait pas marcher. Ça sert à peu près où tu es, Ouais. mais pas exactement où tu es. Parce que quand tu es devant une vitrine, Oui, ah oui, non, mais c'est sûr. Ça peut. c'est vachement plus précis. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Là, tu peux arriver, le collège de Bayonne, il y a 4 ou 5 points ou 6 points dans le collège, il y a le stade, l'entrée, bon voilà, c'est assez large. Mais c'est vrai que si tu as un tableau devant et que tu passes à celui-là, c'est pas assez précis, bien sûr. Hein. Là, il faut mieux passer par QR code, effectivement. C'est comme ça, pour les plantes d'un jardin, ça serait pas possible. Là, il faut passer par QR code et faire comme ça, quoi. Après, dans une ville, comme là, c'est Google, c'est très chouette, quoi. Une rue, on sait exactement où elle est, ça, c'est très pratique. Et on peut gérer la surface de couverture de la réception du GPS. Donc le site est vraiment top. Moi, je voulais le faire pour les jardins de Pau. Pau, c'est une ville où il y a pas mal de jardins, ils veulent développer un peu ça. Et donc je voulais le faire avec des élèves. Je ne l'ai pas fait, mais c'est un projet que j'aimerais faire, ouais, vraiment. J'ai juste une question un peu technique, c'est pour l'enregistrement des voix, donc tu as le micro et tu ne dois pas retravailler les enregistrements, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Non. Alors l'objectif, encore une fois, c'est que moi j'ai pas envie que s'il tousse au milieu, il refait son truc, tu vois. Si l'élève doit me produire quelque chose de nickel. S'il faut couper un peu ici au début et à la fin, bon, ça c'est très rapide, c'est vite fait. Mais je ne vais pas enlever des oui, mais à telle phrase, tel mot, non. Tu me rends quelque chose de bon, et c'est bien le but, hein, de travailler aussi l'oral, quoi. Voilà, donc ils vont le répéter. Il y en a, ils pètent un plomb au bout d'un moment. Mais monsieur, ça fait 16 fois que je le fais. Ben ouais, mais c'est toujours pas nickel. Mais c'est très bien, parce qu'ils bossent en attendant. Et c'est ce qu'on cherche. Est-ce qu'il y a des choses qui sont waterproof? Non, mais c'est une excellente question. Tu penses au lagunarium de Montréal. Non, mais je sais qu'à l'île de... Alors, je ne vais pas te répondre, mais je sais qu'à l'île de Porquerolles, sur la côte d'Azur, il y a un sentier du littoral où les gamins, ils sont... enfin, les gamins, pas les gamins, tout le monde, on visite le sentier avec des palmes et un tuba. C'est un sentier marin. Il faudrait que le haut-parleur soit aussi waterproof, quoi. Ah ouais. Mais ça va pas dans l'eau. Oui, c'est vrai, non, je sais bien. Il y a effectivement des baffles, ouais. Le problème, c'est que il faut que tu aies aussi ça waterproof. Téléphone waterproof? Ah ouais. Ah ouais. Bon. Écoutez, je pense que si vous faites le premier truc, Easy Travel waterproof, je crois qu'on pourra vous faire une médaille parce que on pourra le mettre en avant, quoi. Non, mais c'est vrai. Est-ce que les cartes sont assez précises, les cartes marines de Google, tu vois, pour dire que c'est à tel endroit pile et pas à tel autre. Il n'y a pas d'angle de rue, quoi. Eh oui. Ouais. Pour la première fois, je vous conseille d'en faire un sur Terre. Pour le tester, quoi. Vous lancez pas dans celui-là. Voilà. Le deuxième, ok, vous le faites à fond sur... ouais. C'est vrai que, ouais. Après, vous avez... non, mais ça marchera pas. Vous avez Aurasma, vous connaissez peut-être. C'est Aurasma.
c'est une application qui reconnaît, c'est-à-dire qu'on lui dit par exemple, tiens, ça c'est pas très bon, mais je lui dis par exemple, tiens, la poignée de la porte, quand je la filme comme ça, je la donne à l'application, et je lui dis, attention, quand tu reverras cette poignée de porte, je veux que tu me balances tel son, ou que tu me fasses telle animation. Et donc on va passer comme ça, et on va dire, là, lui, il va reconnaître ça, il va dire, ah oui, ça je connais, parce qu'il l'a scanné avec tout un tas de points, ça je connais, et donc quand j'ai vu ça, je balance ça. Alors ça ne marche pas sur une plante, parce que la plante, elle évolue, mais sur un tableau, par exemple. Le tableau, lui, normalement, la Joconde, elle ne bouge pas trop, donc on pointe, Aurasma reconnaît la Joconde et part sur une explication ou un truc comme ça. Ça évite d'avoir le QR code, en fait. Mais il faut que ça... Oui, pour... Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Ça implique d'y être, oui, directement. Et puis, bon, ça fait beaucoup de manipulation numérique au final, hein, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite, mais qui est hyper importante, c'est que bien souvent, on fait des activités et on rajoute une couche de numérique. Et pour les élèves, cette couche-là, c'est une couche qui est en plus. Et donc, cognitivement, ça implique que les gamins, ils doivent s'occuper de la tâche qu'on leur donne à faire, mais en plus, ils doivent gérer une tâche numérique qui se rajoute. Et les premières fois où on fait des choses un peu numériques avec les élèves, il faut baisser la tâche. Il faut baisser ce qu'on leur demande en tâche scolaire, puisqu'on rajoute une couche de numérique. Et bien souvent, c'est comme quand on leur demande de collaborer à 3 ou 4. Il y a des élèves pour qui c'est trop coûteux de collaborer à 4. Déjà, le fait de se mettre d'accord à 3 ou 4, ils ne sont pas disponibles pour faire la tâche. Donc il faut penser à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, à baisser un peu les exigences, en tout cas, au moins au début, quoi. Donc il ne faut pas se dire, tiens, on va faire la même chose avec une appli super compliquée numérique. Non, il faut que la chose qu'on demande à faire aux élèves soit très très simple si l'appli est complexe. On peut utiliser ça, par exemple, pour un jeu de piste, avec un système, alors non pas d'information. Ah, mais de questions, quoi. Mais aussi des questions. Ouais, pour aller d'un endroit à un autre. Par exemple, sauf qu'ils vont voir sur Easy Travel tous les endroits où ils doivent aller. Ils ont la carte sous les yeux. Tu vois, ils l'ont déjà, quoi. Ouais. Alors peut-être que quand ils arrivent dans un endroit, tu peux cacher un objet ou un truc comme ça. Si, tu sais l'ordre. Tu es obligé de mettre un ordre. Oui, parce que c'est une visite, donc tu es obligé de dire aller d'un point A à un point B. Ouais. Voilà. Qu'il faut trouver quelque chose. Tu mets un lieu super large. Pour les œufs de Pâques, c'est parfait, par exemple. Tu mets le lieu super large et tu dis, bon, ben là, dans ce secteur, il faut trouver quelque chose, par exemple. Pourquoi pas? Dans une forêt, dans un truc comme ça. C'est bien. J'ai jamais essayé, ça peut être intéressant pour perdre des élèves dans une forêt, sans doute. Bon, voilà. Si on travaille en 6e sur le compte, ça peut être quand même tout à fait adapté. Donc ça, c'est les audio-guides. Et puis, il y a toutes les idées que vous allez avoir et qu'on n'a pas encore eues, en disant, ben, moi, le truc, je le tords. Est-ce qu'on peut aller sous l'eau? Est-ce qu'on peut faire un jeu de piste avec? Voilà, allez-y. Le but, c'est ça, c'est que vous vous empariez de toutes ces choses-là et que vous en fassiez autre chose. Je pensais que tu allais aussi parler à un moment donné, tu as utilisé un terme, ça m'a fait penser à la défense énergétique qu'utilise la sauvegarde de toutes ces productions numériques. Ah, tu poses une question qui est pas anodine. C'est que chaque fois qu'on fait des allers-retours numériques, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose sur un cloud, quelque chose qu'on envoie un mail, qu'on envoie une notification. Ouais, chaque fois qu'on met des choses en ligne, chaque fois qu'on met un like sur Facebook, eh bien, ça consomme, effectivement, et c'est quelque chose dont il faudra effectivement s'emparer. Parce que, ben oui, c'est comme j'en parlais hier, en ce moment, on est en train de se poser la question de la connexion. Et une fois que la connexion sera partout, eh bien, on se posera la question de la déconnexion. Où sont les endroits où on peut ne pas être connecté, où on peut... Il y a des gens qui paient des fortunes pour faire des stages de déconnexion, dans la Creuse ou ailleurs. Et, exactement. Je vois que tu connais... à Guéret, tu es tranquille, normalement. Hein, normalement, si, en fait. Moi, j'y étais à Guéret, il y en a. Oui. Oui, et depuis longtemps. En 2003, il y avait eu des priorités qui avaient été mises pour désenclaver les départements. C'est toujours pas désenclavé, mais il y a la 3G. Voilà. Comme quoi, ça fait pas tout. Hein? Ah ouais? En Guyane, ça connecte pas trop. Ouais. Oui, non, bien sûr. Ouais, mais c'est sûr. Mais dans plein d'endroits en France, tu sais, tu vas dans les Landes et tout ça, des fois, ou en montagne, tu as des endroits qui sont... tu vas dans la montagne, il y a des endroits où ça capte bien. Hein. Ça dépend des opérateurs aussi. Hein. Il n'y a pas la même couverture.
c'est ici, oui. Alors maintenant, je vais vous parler, comme on l'avait promis, d'un détournement. Encore une fois, vous avez vu, c'est toujours des détournements. Il y a 2 ans, il y a un gros colloque, on va dire, de l'éducation en France qui s'appelle Ludovia. Ludovia, c'est en Ariège. C'est un truc, c'est fabuleux. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, c'est génial. Ça se passe à Ax-les-Thermes, en Ariège, dans les Pyrénées. Et c'est avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire c'est vers le 20 août. Et il y a plein de profs, tout le monde est en short, il y a des inspecteurs généraux et des profs qui se mélangent, qui boivent des bières ensemble et qui disent « Et toi, sinon, tu fais quoi ?»« Ah, je suis inspecteur général de maths. »« Ah oui, bonjour monsieur. » Et tout le monde est en Bermuda, donc c'est très agréable, et quand il ne pleut pas. Et du coup, il y a 2 ans, ils ont fait le thème de ce gros colloque qui dure 1 semaine. Ils ont fait le détournement, en fait. C'était sur le détournement des applications, le détournement, comment les profs sont toujours en train de détourner des choses qui ne sont pas forcément faites pour eux. Quand sur Mac, ils ont pensé à l'application Notes, ils ne se sont pas dit eh ben ouais, c'est un truc qui va être utilisé par les profs. Quand Evernote naît, ils veulent juste qu'on ait une petite appli pour conserver des fichiers, des notes. Ils ne savent pas qu'un jour, il y a un prof qui va dire « Ok, mais ça, moi, j'en fais un compte pour tous mes élèves, et puis c'est parti. » Quand les gars font Instagram, ils ne se doutent pas non plus qu'on va détourner ça et qu'on va en profiter pour faire produire nos élèves. Ça devrait basculer sur l'Apple TV. Voilà. Donc vous le savez sans doute, mais le logo d'Instagram a changé. C'est plus ça. Mais je préférais de très loin le premier logo. Vous connaissez tous Instagram? Non? Qui ne connaît pas? Ouais, pas tellement. Bon, voilà. Après, c'est un réseau social qui a pris une ampleur extraordinaire. Vous savez que... qui c'est qui est sur Facebook ici? Qui c'est qui est sur Facebook? Ouais, je lève le doigt aussi. Être sans être. Ouais, être sans être. Je suis de cela. Hein. Ok, bon. C'est un truc de vieux, hein, vous le savez. Ça y est, c'est un truc de vieux. Il y en a qui y sont et qui ne le savaient pas. Ah, tu étais sous l'eau, d'accord. Je n'ai pas accepté ma demande. Ok. Je le dis, hein. J'ai rien à entendu. Donc Instagram, c'est déjà un truc de... Facebook, c'est déjà un truc de vieux. Mais vous inquiétez pas, Instagram, ça sera bientôt un truc de vieux aussi. Hein. Tout ça ne fait qu'avancer. Donc maintenant, moi, j'y croyais pas trop, pour être tout à fait honnête. Il y a 4 ans, on disait, non mais Facebook, ça y est, c'est fini, c'est un truc de vieux. Ben, les gamins, moi je les avais, ils étaient encore beaucoup sur Facebook. Et puis Facebook a racheté Instagram. Ça, c'est un signe. Ça prouve bien qu'ils avaient compris qu'il y avait quelque chose à faire avec ce réseau social. Et il y a 4 ans, il y avait 300 000 utilisateurs d'Instagram. Maintenant, ils sont à 800 000. Donc voilà, on voit l'ampleur énorme que ça a pris. Maintenant, c'est Snapchat, Instagram. Le premier réseau social utilisé par les élèves, ça en est un, hein, c'est YouTube. Nous, on ne le voit pas trop comme un réseau social parce qu'on va juste consommer de la vidéo dessus. Mais eux, c'est les chaînes YouTube. Voilà, ils s'abonnent les uns sur les autres. Et ils commentent aussi. Donc c'est le plus gros réseau social utilisé par les jeunes. C'est vraiment YouTube. Ensuite vient vient Instagram et après vient Snapchat. Et Snapchat a détrôné Facebook. C'est pas compliqué. Les vieux sont allés sur Facebook, les jeunes en sont partis. C'est normal. La grosse erreur qu'ils ont faite, ces jeunes-là, c'est d'être amis avec leurs parents. Voilà. Ah, il y en a qui sont déjà... Même c'est bien parce qu'au moins, tu as pris de l'avance. Je trouve que, ouais, non, mais tu as raison. Il faut être sur le dernier truc. Tu as fait ton bon choix parce que celui-là, au moins, il est encore là pour quelque temps, je crois. Moi, j'y suis pas trop. J'y suis juste pour aller voir. Donc, comment on peut détourner le réseau social Instagram? Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui va sans doute vous parler parce que ça, c'est vraiment transdisciplinaire. Ben voilà. Pourquoi avoir choisi Instagram alors qu'on avait Snapchat, Twitter, Pinterest, Flickr, hein, et qu'on avait Instagram? Eh bien, on a choisi Instagram parce que une application de partage de photos et de très courtes vidéos, très courtes, plus de 800 000 utilisateurs maintenant. Elle appartient à Facebook depuis le 2012, ça c'est pour votre culture G. Elle offre la possibilité de transformer légèrement les photos, donc par des systèmes de filtres, que tous les autres, même les appareils photo maintenant de nos téléphones, ont ce système de filtre. D'où le hashtag sans filtre,
qui fait qu'on a pris des magnifiques photos à Tahiti. Moi, j'ai pris des photos superbes depuis l'Intercontinental, comme ça, tac. Et puis, si je veux dire que c'est pris sans filtre parce que c'est déjà super beau, ben, je mets sans filtre, quoi. Parce que les gens vont dire, attends, mais ça, c'est filtré. Non, c'est hyper beau et donc, ça n'a pas besoin de filtre. Sur Instagram, on met aussi, normalement, on prend que des photos avec nos téléphones. Mais il y a des photographes professionnels qui font des superbes photos, pas avec les iPhones, ni avec les téléphones portables, et qui les mettent sur Instagram. Et donc, ceux qui prennent les photos par le téléphone mettent des hashtags particuliers pour dire « ça a été pris avec un téléphone ». Donc, offre la possibilité de transformer par des filtres et pas beaucoup d'autres choses techniques les photos. Les utilisateurs peuvent commenter les photos des autres, ça c'était un point très important. Et comme tous les réseaux sociaux, on s'abonne à d'autres comptes, et donc on peut aimer leurs photos et on peut commenter les photos. C'est un réseau social. Sur Instagram, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des jeunes hommes avec des gros abdos, on trouve des jeunes filles qui se font du nail art, qui font de la peinture sur leurs ongles, on trouve des sportifs, on trouve des personnalités, ici c'est Michalak le cuisinier, on trouve le National Geographic, Sea Shepherd qui est une protection des baleines, on trouve France Inter, on trouve Dior, mais on trouve aussi le FN, des trucs interdits aux moins de 18 ans, des partis politiques, bref, c'est un média. C'est devenu un média, voilà. Vu que tous les médias y sont, vu que tout le monde y est, eh bien, on peut parler de réseau social si on veut, mais c'est devenu plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on publie sur Instagram? Pour ceux qui ne connaissent pas trop, j'ai pris le cas de Christophe Michalak. Christophe Michalak, à l'époque, 492 publications, 100 000 abonnés déjà, voilà. Il suit seulement 117 personnes, ce monsieur. Mais alors, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il publie? Il publie des photos de ses gâteaux, forcément. C'est pour ça que les gens le suivent, ça donne faim. Il fait des photos de chats aussi, comme tout le monde, donc... Il met liberté, égalité, fraternité parce qu'il s'est passé des événements assez douloureux en France à cette époque-là. Il se fait prendre avec sa compagne en photo devant deux trucs de Star Wars. Et puis, il photographie son gamin devant la plage. Mais il prend bien soin de le photographier de dos parce qu'il n'a pas envie non plus d'exposer son fils à tout le monde. Puis il y a quand même 100 000 abonnés. Donc voilà, ça veut dire qu'on mêle sa vie privée, sa vie professionnelle et on est un peu là-dedans. Il y a de plus en plus de profs sur Instagram, des profs de français d'ailleurs, j'en connais quelques-uns qui se sont mis sur Instagram pour mettre en valeur certains trucs de leur classe. Donc détourner Instagram pour développer quelles compétences, je vais le faire très très bref, puisqu'on est encore dans des compétences liées sur s'exprimer, on a des compétences d'art plastique, des compétences d'image qu'on a beaucoup à travailler en français, et ensuite développer le jugement, évaluer la façon critique et l'information, les sources. Bon voilà, il y a toutes les compétences qu'on pourrait y mettre là-dedans, je passe assez rapidement. Alors dans toutes les disciplines, encore la SVT, bien sûr. J'ai refait l'ordre. Quand j'ai su ça, je me suis dit, je suis obligé de... Donc là, je ne dirais pas que nous avons des cailloux, parce qu'on a des profs de SVT. Nous avons des roches, des minéraux, et donc il y a eu des profs de géologie notamment, de sciences, qui ont utilisé pour faire de la reconnaissance, présenter par exemple une roche et demander aux élèves d'aller voir chez eux s'il y en avait. Donc les élèves, en postant cette photo sur le réseau, se disaient, tiens, moi aussi j'en ai vu chez moi, et ça les amenait à regarder leur milieu, le milieu dans lequel ils vivaient, et c'est tout ce que cherchait le prof finalement. Ça c'est juste un outil, Instagram, mais le but c'est faire en sorte que les élèves aillent prendre des photos de certaines choses intéressantes. En EPS, ils avaient sans doute valorisé des choses réalisées par les... Alors ça, c'est art plastique, c'est vraiment le truc le moins sexy pour le coup, le moins funky qu'on puisse faire en art plastique, c'est-à-dire prendre en photo le truc des élèves et puis voilà, non mais il y a beaucoup mieux à faire. Mais bon, voilà, on peut au moins faire ça, prendre les publications des élèves et les mettre en ligne pour valoriser leur travail, pourquoi pas. En histoire géo, il y a des comptes qui sont avec des comptes historiques, on peut aller voir des photos de la guerre par exemple. Pareil, il y a des comptes sur la géographie qui existent de plus en plus. Et puis, bien sûr, en poésie, parce qu'on peut très bien prendre un texte en photo ou écrire et puis le transformer, ce truc-là en texte, ce texte en image. Et puis, pourquoi pas, publier de l'écrit aussi sur Instagram, c'est tout à fait possible. Alors, ce qu'il faut faire,
c'est qu'il faut fabriquer un compte de classe. Il faut monter un compte classe qui sera partageable par les élèves. Donc, vous voyez, nous, on a monté un compte classe, 74 abonnés, c'est très peu, hein, mais ce n'est pas le but d'avoir là, ce n'était pas l'objectif, d'avoir beaucoup de monde qui nous suivait. 129 publications, c'est les photos qui ont été postées, et 0 suivi. Voilà, on ne suit personne, parce que c'était le compte de la classe, on n'est pas là pour avoir des interactions avec des gens. Voilà, on a détourné complètement le réseau social de son utilité première. Donc le prof crée un compte commun pour sa classe, c'est lui qui dépose voilà, qui crée un nouveau compte. Sachez que vous allez donner l'identifiant donc et le mot de passe aux élèves. Mais l'adresse internet qui a créé le compte, c'est quand même la vôtre. Donc c'est vous qui pourrez toujours, si mettons un élève changer le mot de passe, c'est vous qui pourrez, quand vous allez dire modifier le mot de passe, quand vous allez dire j'ai oublié le mot de passe, on va vous demander de le recréer, ça va venir sur votre adresse. Vous restez quand même maître du truc. Mais c'est quand même quelque chose qui est basé sur la confiance. Moi j'ai fait ça avec 2 classes, en tout 4 classes. Il y a 4 classes qui ont eu ces mots de passe entre les mains, j'ai jamais eu un seul problème. Mais on n'est pas à l'abri. Donc on explique bien sûr les règles de publication, hein. C'est là où il faut faire une charte, il faut expliquer qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on ne publie pas. Vous verrez, il y a un exemple où il y a un élève qui a publié une photo qui n'était pas de lui et il s'est fait avoir par les autres. Donc le droit, la protection des données, on ne va pas se photographier nous-mêmes et mettre en ligne. Bon, là on fait de l'éducation aux médias quoi, hein, à ce moment-là, et on explique ce que vraiment on est en droit d'attendre ou de ne pas faire. Donc le prof fait un compte commun pour la classe. Alors, vous le savez peut-être, mais en tant que prof de français, on travaille beaucoup sur l'image. Et c'est pour ça que moi, j'ai été amené à travailler là-dessus. Et en fait, le problème, c'est que souvent, on explique des photos aux élèves. Ça vous est sans doute arrivé dans plein de disciplines. On travaille sur une photo, en histoire géo, en art, et puis en français aussi. Et en fait, on ne demande jamais aux élèves d'en prendre des photos. Parce que c'est trop compliqué, parce qu'il faudrait leur donner un appareil photo, leur dire qu'ils le ramènent, et puis on ne va pas le leur donner chez eux, cet appareil photo, c'est celui du collège. Mais maintenant, ils ont tous un appareil photo dans leur poche. Et donc, on peut se permettre de leur demander de produire des photos. Et s'ils sont producteurs, eh bien, ils seront encore meilleurs, les élèves, pour décrypter les images. Donc, moi, je travaillais à cette époque-là sur un roman qui était Les raisins de la colère, et avec des troisièmes. Et on a une jolie photo sur la couverture, et donc on peut l'analyser déjà en disant tiens, mais cette photo elle est fabriquée avec une diagonale, vous voyez, et je commence à parler de la composition de l'image avec les élèves. On fait de l'éducation à l'image. Et puis on passe de ça à ça. Je leur dis voilà, vous allez aller sur Instagram, je vous donne un compte, et je vais vous lancer des défis. Donc moi je lance un premier défi le premier jour. Les élèves s'abonnent petit à petit, je laisse un peu 3-4 jours pour que les élèves s'abonnent au compte, et puis vite, je fais un premier défi, il faut être très réactif. Le professeur poste une première photo, accompagnée d'une consigne, elle fait clairement référence à l'analyse qu'on a faite en classe, et pour ne pas déstabiliser les gamins. Voilà le premier défi, et je pose des impératifs, noir et blanc, diagonale, clair-obscur. Bon courage. Et je les laisse avec ça. Et eux vont avoir à répondre, non pas avec de l'écrit, mais avec des photos. Donc, eux vont répondre avec ça, par exemple. Donc, ils vont répondre avec du noir et blanc et du diagonal. Alors, chacun avait leur interprétation de la chose. Et donc, on a à chaque fois, la consigne est toujours respectée. Il y en a qui se sont débrouillés pour mettre l'horizon dans tous les sens, d'autres qui ont collé avec de la pâte à fixe le truc du métronome pour qu'il soit bien dans la diagonale. Donc, bref, il y en a qui n'avaient rien compris aussi, hein, et qui se sont dit non mais attends, mais il y en a qui ont fait un truc, il n'y avait pas vraiment de diagonale, ou alors c'était pas vraiment noir et blanc. Bon, ils se sont fait un peu avoir par les autres. Hein. Les autres ont dit non mais attention, tu feras attention, tu n'as pas fait la diagonale. Hop, ils ont supprimé la photo et refait. Et à la fin du défi, eh bien moi je déclare la session fermée, il faut que ça aille assez vite. J'ai pas attendu que tous les élèves aient posté leur truc, c'était pas forcément le but. C'est que, voilà, on joue, on s'amuse, c'est en dehors de la classe, tout ça. Donc, voilà par exemple, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vais vous le lire. Un élève pose cette photo, c'est un escalier dans lequel se déverse une cascade. Moi je me suis dit, je connais à peu près bien les lieux, je ne vois pas où c'est. Donc voici ma photo.
les élèves signaient par leurs initiales, juste. Comme c'était le compte, ils étaient transparents, on ne savait pas qui c'est qui avait posté. Donc voici ma photo, elle l'aime. Loïs Moura, je me rappelle encore, cet élève. Tac. Et alors, moi je ne m'attendais pas, c'est qu'ils se déconnectaient du compte de la classe, ils allaient se connecter sur leur compte à eux, perso d'Instagram, et là ils commentaient avec leur vrai nom. Donc Valentine, elle dit, elle l'aime. Elle dit, mais c'est qui? Elle n'a pas compris que c'était Loïs. Bon, bref. L'autre, il répond, Loïs, c'est Loïs. D'accord, très bien. Cette photo est magnifique, elle est superbe, c'est magnifique, jolie photo. Les commentaires sont très élogieux, mais il y en a un qui dit, tu l'as pris où cette photo, Loïs? Je te rappelle que la photo doit être prise par ton appareil photo et non par Internet. Et donc, il y en a un autre qui dit, oups, ça balance, mais cet autre, c'était moi. Et donc, j'ai pas eu à faire de régulation à ce niveau-là. C'est les élèves qui ont eux-mêmes dit, bon, attention, les photos, tu dois les prendre toi. Cela dit, il était pas mal, hein, il avait repéré ce qu'il fallait, quoi. Mais bon, il s'est fait avoir par la patrouille. Donc eux, ils sont très carrés. Un autre exemple, par exemple, hein, les élèves devaient insérer un motif d'une croix. Donc ça, c'était 2 avions qui s'étaient croisés dans le ciel. Moi, j'avais pris cette photo et je leur avais envoyé ça. Et eux, ils ont eu beaucoup d'imagination sur leur... Voilà, des trucs auxquels j'aurais pas pensé. On avait une élève qui dressait des ânes. Je vous promets que c'est vrai. Moi, chaque fois que je dis ça en formation, je me dis, mais les gens vont pas y croire à cette histoire. C'est une élève qui dressait un âne. Pas des ânes, un âne. Cette âne, elle s'appelle Pepper. Je vous jure que c'est vrai. Elle lui a demandé de croiser les pattes. Elle a pris la photo, machin. Elle a posté ça sur Instagram. Bon, c'est quand même bien. Moi, ça me va très bien. Donc, elle avait inséré le motif de la croix. Parce qu'on avait travaillé sur un tableau d'Antoni Tapies, qui est un peintre barcelonais, qui intègre souvent des motifs de croix dans ses œuvres. Bon, voilà, ils sont en fait plus créatifs qu'on croit. C'est ce que ça m'a appris. J'avais peur que ce soit un peu nul, quoi, ce qu'ils fassent. Honnêtement, je me dis, ça va être un peu nul. Je les sous-estimais vraiment. Là, je leur demandais de composer la photo en respectant les règles des 3/3 horizontalement. On peut commencer à faire des choses un peu techniques. Donc voilà, je veux que la photo elle soit prise comme ça. Voilà le nouveau défi, diviser sa photo en 3/3 horizontaux. Je leur mets, aidez-vous de la grille, puisqu'Instagram propose une grille, et les élèves répondent pas mal. Il y en a un qui me dit, voilà, ben, je bosse, hein, je travaille, j'ai 2 cahiers devant moi. Une autre qui répond par ça, par ça, par ça. Donc ça fonctionne très bien. Et ils commencent à jouer un peu avec les limites. Et c'est là que c'est intéressant aussi. On n'a pas vraiment 3/3 comme ça. Ici, on n'a pas vraiment 3/3, mais on est dans l'esprit. Et c'est là que je dis que les élèves, ils étaient quand même assez créatifs, finalement. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les élèves, ils sont... comment dire, ils vont s'autoréguler, quoi. C'est-à-dire que ça, au début, ça n'a pas bien été accepté par les autres. L'autre dit, voilà, Valentine, hein, j'adore cette photo, elle est superbe. Elle correspond tout à fait au thème. Bon. Un autre dit, super photo, même si les traits ne sont pas vraiment horizontaux. On les devine. Lisa. L'autre dit, d'accord avec Lisa, on ne les voit pas, mais on les devine. D'accord avec Lisa aussi, on devine l'organisation, car les couleurs sont bien différentes, ça marche. Si on peut les deviner, c'est qu'ils y sont quand même un minimum, donc c'est validé, quoi. Donc c'est eux-mêmes qui se gèrent le truc. De temps en temps, moi, je poste un petit quelque chose pour leur montrer aussi que je suis là, que je les lis et que je regarde ce qu'ils font. Là, c'était quoi? Voilà, sur les commentaires constructifs et bienveillants, quoi. J'ai pas eu une histoire d'insulte ou quelque chose comme ça. Ils savaient que j'étais là dans les parages aussi, donc ça a dû jouer, hein. Donc, c'est dans l'esprit, mais le découpage devrait être bien horizontal. Reprends ta photo et reposte. Ça, c'est moi. Je lui dis ça, moi, à l'élève. Je dis, voilà, ça ne correspond pas complètement au truc. C'est pas réellement des lignes horizontales, refais-la avec des critères mieux respectés. Ça, c'est une autre élève. D'accord. Elle dit, ok, je vais la refaire. Donc, voilà, il s'autogère et puis il fait ça, au final. Donc, il passe de ça, qui n'était pas vraiment dans la consigne, à ça. Et du coup, il a bien compris ce qu'on lui demandait, quoi. C'est beaucoup mieux et ça respecte la consigne, Lisa. Ah oui, effectivement, c'est bien mieux, c'est bien, voilà. Donc, on a des élèves qui montent en compétence, quoi, sur l'analyse d'images parce qu'ils produisent, quoi. Et au lieu de leur passer une image de Raymond Depardon ou une série d'images en leur disant, voyez, c'est super bien fait, machin, les points de fuite, les trucs, mais les points de fuite, on leur demande d'en faire, quoi. Et ça change quand même, voilà, ça change la donne.
Et certains élèves qu'on n'entend jamais, qu'on ne voit jamais et compagnie, et bien là, justement, sur le réseau social, ils sont super actifs. Et ça, c'est assez chouette aussi. L'idée, c'est de travailler, sur la vidéo après, puisque Instagram permet de travailler aussi avec de courtes vidéos. Alors, ça peut être intéressant pour travailler de la même façon des plans. Travelling, panoramique, travelling horizontal, gérer aussi les histoires pour la photo, les histoires de flou, même si c'est un peu faux, hein, le flou d'Instagram, c'est pas du vrai flou optique, quoi, mais on peut commencer à travailler avec la couleur, travailler avec le flou, travailler avec les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ça marche très bien, puisqu'il y a les filtres qui sont chauds, les filtres qui sont froids. Après, je me demande, ça c'est un travail qui a été réalisé en français, on voit très bien ce qu'on pourrait en faire en art plastique ou autre chose. On pourrait très bien s'attendre à ce que ce travail-là il soit fait en langue si les commentaires sont en langue, pourquoi pas. Après, comment on peut, d'après vous, le faire dans d'autres disciplines? C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas moi, en sciences, en histoire, est-ce que... Non mais, en sciences physiques, voilà. Comment est-ce que vous voyez détourner ce réseau pour l'adapter à des contenus qui servent votre cours? Par rapport déjà au festival c'est dans langue tahitienne, ça peut être utilisé aussi en amont avant de poster ça, ce sont les promotions en fait, de l'ESP qui travaillent dessus. Ouais. Sur les photos. C'est-à-dire... Le texte et l'image. D'accord. Et ça serait, c'est quoi? Je connais pas. Hein. Qu'est-ce qui serait pris en photo? En fait, ils ont un texte ouais. Qu'ils traduisent en tahitien et ils doivent associer une photo. Donc après, il peut y avoir tout un travail. D'accord. Là, il y a le texte et la photo, du coup. Ouais. Ok. Je ne sais pas si en sciences on travaille là-dessus, mais quand on travaille sur des catégories de plantes ou des catégories de, je sais pas, même en géographie ou quoi, mais aller à la recherche, si vous trouvez de traces. Une plante ou ouais. si vous trouvez je sais pas. Oui, aller à la recherche si on travaille sur la pollution. Une bêtise, mais bon, je sais pas, on travaille sur la pollution, aller rechercher des sources ou des résultats de pollution. On peut bien sûr les faire concorder avec des hashtags. Là aussi, ça marche par hashtag. Hein. Donc, si c'est le même compte qui est utilisé pour différents projets, eh bien, il faudra utiliser des hashtags pour arriver à faire en sorte que les trucs se mélangent pas trop, quoi, et qu'on puisse à un moment donné, retrier bien correctement. Ouais. Avec des contraintes, par exemple. Ouais. Prendre en photo un parc. Ouais, des endroits habités, inhabités, ou alors justement des frontières, des endroits où on voit les deux, ouais. Je parle de sciences. Hein, bien sûr. Et je vois un mélange des deux, ce que tu as montré tout à l'heure, ouais. Parce qu'en sixième, ils commencent par l'étude de l'environnement proche. Hein. D'accord. Et ça peut parfaitement être, évidemment, enfin, je ne dis pas de GPS, hein, ça peut être le plan du collège avec les espaces qui sont dans le collège, tu vois. Ah oui. Et une identification sur Instagram. Ça, avec le texte un peu scientifique sur Instagram à côté. Oui, ça peut être tout simplement une espèce d'herbier. Bon, voilà, on prend en photo la plante, la fleur, ce qui permet de l'identifier. Maintenant, on peut en plus prendre plusieurs photos. C'est-à-dire que sur Instagram, sur un seul post, il y aura plusieurs photos. C'est-à-dire, mettons que tu as une plante, tu fais une photo de la feuille, une photo de la fleur, une photo du tronc, une photo d'un peu plus loin, j'en sais rien, pour voir la taille qu'elle a. Et puis ces 5 photos-là, ça sera un seul post. Et tu écris, voilà, il s'agit d'un frangipanier, tu mets le nom en latin, machin, nanana, tu fais un truc long comme ça. Et puis on peut voir le frangipanier, la fleur, la feuille, le tronc et la taille qu'il a, parce qu'il est à côté d'une voiture, par exemple. Et ainsi, on pourra reconnaître les frangipaniers un peu plus facilement. Parce que nous, on a galéré un peu avec Florence hier. Frangipanier, t'as mal connu un frangipanier, Florence.
Non, mais après, Marin m'a dit. Ouais. On a téléchargé une appli qui reconnaissait les plantes et il ne s'est pas trompé. Sauf que comme on ne parle pas latin, on a dit, mais je croyais pourtant que c'était un frangipanier. Et heureusement qu'on a un prof de SVT, parce que lui il parle latin. Et lui il nous a dit, mais ça veut dire frangipanier. D'accord, très bien. Donc on a bien fait de ne pas se battre parce qu'on était tous les deux d'accord. Par rapport aux photos, en fait, donc par le compte que tu as créé, tu postes le défi. Ouais. Ensuite, les élèves, ils y répondent comment au défi, en fait? Ils se connectent sur le compte Instagram de la classe. Okay. Et puis, à partir de leur compte Instagram, eh bien, ils font comme si c'était moi. Hein. Ils prennent une photo et ils la commentent et ils signent avec leurs initiales juste pour qu'on sache voilà, qui c'est, pour qu'on puisse voilà, identifier, mais ce n'est pas ça le plus important. Et puis, chacun a droit à utiliser donc, le compte. Et du coup, alors on pourrait très bien dire aussi, tiens, on utilise les comptes Instagram qu'ont déjà les élèves et ils mettent juste un hashtag très particulier qui n'existe pas. On fait gaffe à trouver un truc qui n'existe pas. Le problème, c'est que... Alors, c'est pas le problème que ce soit un compte privé, parce que s'ils feraient en photo un frangipanier, honnêtement, c'est pas gênant. Mais leurs copains, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que tu fais des photos de frangipanier sur ton compte Instagram en disant les trucs en latin? Qu'est-ce que c'est? Donc les gamins, ils n'ont pas du tout envie d'apparaître sur Instagram comme le petit faillot qui va utiliser le truc pour le prof, machin. C'est leur espace privé. En leur offrant un espace un peu anonyme, eh bien là, ils seront plus à même de dire, tiens, ben là, je suis un peu transparent, je peux jouer la carte de la scolarité. Mais en même temps, si le compte est privé, et même si j'y appose un hashtag, est-ce que c'est visible par un autre compte? Alors ça, c'est toi qui le choisis quand tu montes le compte. Soit c'est un compte privé qui ne sera pas visible des gens. Moi, il y avait des choses, honnêtement, c'était très facile, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait rien à cacher là-dessus. Moi, j'étais content que, même, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré sur le site du collège l'Instagram des productions. Donc, chaque fois qu'un élève faisait une photo, hop, ça allait sur un côté du site du collège automatiquement. Et puis, c'était plutôt valorisant. C'était un projet qu'on faisait en classe. Mais si on veut, s'ils se font des photos d'eux-mêmes et tout ça, si on veut le faire en privé, on peut. En fait, je pose la question parce que cette année, l'université UBF, là, dans le cadre de la nuit de la lecture, avait participé. C'est le ministère de la Culture qui avait lancé le contrat au Bookface sur Instagram. D'accord. Et donc, le principe, c'est de se prendre en photo avec une perspective, là, avec un livre. Et, je vois. Et de se mettre en pour scène, avoir, voilà, avoir quelque ouais. part une partie du visage Ouais. sur la couverture d'un livre Ouais. et l'autre partie dans la réalité. Bien sûr. Et du coup, je sais que l'UPF a participé. Certains professeurs étaient un peu frustrés parce qu'ils n'avaient pas de compte et ne pouvaient pas participer au jeu. Parce que c'était lancé que sur Instagram. Et ouais. Pas d'autres moyens d'y participer. Et d'autres avaient posté des photos parce que ça se faisait forcément d'un compte perso. Il fallait mettre hashtag ministère de la Culture. D'accord. Du coup, ça n'apparaissait pas parce que leur compte était privé. Ah oui. Mais ça, c'était pas expliqué dans le règlement. Alors, Et ouais. quand on maîtrisait pas l'application, c'était un... C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, c'est un réseau social. Ouais. Et donc, c'est vrai que si on cadenasse un réseau social, il est plus social, ou alors il est social dans une petite société, micro-société. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'apprendre aux élèves à gérer le fait que ce soit public, quoi. Leur dire, attention, c'est public. Ce que vous êtes en train de mettre, là, on n'est pas dans un espace, on n'est pas élevé dans du coton, quoi. Si vous faites une bêtise, si vous insultez quelqu'un, c'est public. Donc c'est grave, donc c'est important. Donc faites attention. Et c'est pareil avec vos comptes privés. Là, on fait de l'éducation média. Et on n'est plus dans notre objectif du français. Mais je trouve que c'est très intéressant, voilà, de leur dire, pas d'erreur, quoi. Faites gaffe à un clic, entre guillemets, c'est grave. Parce que derrière, alors là, il n'y a pas grand monde qui nous suit, mais un compte Facebook, il y a 300 personnes qui nous suivent et il y a 300 personnes qui suivent ces 300 personnes-là. Donc vous imaginez un peu la pyramide, quoi. C'est monumental. Donc c'est plutôt intéressant, voilà, de leur faire comprendre que ce qu'ils vont produire, eh bien, c'est public. Mais on peut tout à fait, si on veut, effectivement, qu'ils aient leur tête dessus. Ben, moi, j'avais fait des autoportraits, j'avais voulu travailler l'autoportrait, mais en même temps, on était passé par le contre-jour. C'est-à-dire que je leur avais dit, ben voilà, vous allez faire des autoportraits où on ne vous verra pas. Et si on se met sur une fenêtre et qu'on se fait un selfie sur la fenêtre, ok, comme ça, là, tac, et que je clique de façon à faire le point sur ce qui est dehors, c'est-à-dire beaucoup de luminosité, moi je vais apparaître en noir.
Et c'est normal, c'est le contre-jour. C'est bien qu'ils comprennent ce que c'est qu'un contre-jour. Et du coup, on ne me voit pas. On voit juste la silhouette. Alors, il y en a qui s'étaient amusés, qui avaient fait des silhouettes de profil bien découpées, avec les cheveux, tout ça. On ne les reconnaissait pas spécialement, mais ils avaient fait leur autoportrait, et puis ils avaient compris la notion de contre-jour. Donc, moi, mon but, c'était de faire de l'éducation à l'image et de les faire manipuler, quoi. Parce que, imaginez une heure de cours où on dit « Bon, alors, ben, vous allez, allez-y, vous allez faire des photos. Bon, avec quoi Enfin, c'est pour ça qu'on ne les faisait pas manipuler, quoi. Ces élèves, ils ne prenaient pas de photos en classe. Et là, maintenant, ils peuvent. J'ai quand même des élèves qui n'avaient pas de téléphone portable. Donc, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est que, soit dans la semaine, ils avaient un copain à eux qui avait le téléphone portable, ils se mettaient sur le compte et ils faisaient la photo avec le téléphone d'un copain, et puis ils signaient avec leurs initiales à eux. Donc voilà, ça a été complètement transparent. J'en ai eu quelques-uns qui n'avaient pas le droit d'être sur Instagram, parce que leurs parents ne voulaient pas, et voilà, les parents n'avaient pas voulu que même avec le compte classe, le gamin ait envie, parce que j'en ai qui sont allés sur le compte Instagram et qui après ont eu envie de se faire un compte. Voilà, j'en avais quelques-uns des parents qui ne souhaitaient pas que le gamin aille sur Instagram. Par contre, on avait trouvé ce compromis, ils faisaient des photos qu'ils envoyaient par texto à des copains, et les copains les publiaient pour eux. Voilà, on avait fait comme ça. Mais il s'agissait toujours de un ou deux élèves, c'était quand même très, très restreint comme gamin, quoi. Et ça, c'est un projet qui a inspiré un collègue que vous connaissez peut-être, qui est prof de français au lycée d'Iroise à Brest, qui s'appelle Jean-Michel Lebeau. Et Jean-Michel, il est beau, comme son nom l'indique. Il a les yeux couleur de la mer d'Iroise. Et en fait, Jean-Michel, il s'est dit, pareil en français, hein, il s'est dit, tiens, et si, alors il a travaillé ça au lycée, et si Meursault, dans l'étranger, avait eu un compte Instagram? Et donc, il s'est dit, tiens, mais voilà, on va réécrire l'étranger par Instagram. Donc, les élèves postaient des photos d'ambiance, d'atmosphère, des photos qui devaient révéler le climat intérieur de Meursault. Et à côté, dans le texte, eh bien, il faisait une espèce de monologue, un peu à la manière de Camus dans l'étranger, un monologue où il racontait un peu ses états d'âme. Voilà, ça commençait donc par « Ce matin, maman est morte ». C'était le début de l'étranger. Et il y avait une photo, à chaque fois, voilà, une photo. Alors, ils n'ont pas réécrit tout le roman, bien sûr, lettre à lettre. Mais ils ont, quand on lit le truc, on a une vision de tout l'étranger avec les photos qui vont avec. Donc lui, il a détourné Instagram, parce que voilà, c'est un copain et il avait vu ce projet-là, et lui, il l'a détourné au lycée dans un objectif beaucoup plus de littérature. Donc voilà, sur l'image, sur la création image. On voit la photo et à côté, ouais. Un passage du texte. Voilà, comme ça par exemple. Voilà, on voit la photo et on voit, je ne sais pas si on pourrait, peut-être qu'on peut trouver, et si Meursault avait eu ces commandes-là, je suis perdu. Ouais, c'est là. Et c'est là. Ouais. On peut sans doute retrouver des traces de ce projet-là. C'est un projet magnifique, hein, vraiment, qu'il a fait. Donc, Instagram, L'Oréal. Ça, c'est très intéressant, hein, de voir ce qui arrive comme ça. Hein. Quand même. Instagram, l'étranger, y voit. Alors, est-ce qu'on va avoir... Je ne suis jamais allé sur ce site, donc sur celui-là précisément. Vivre le passage du livre numérique, qu'est-ce que c'est? On va voir. Hein. Il n'y avait pas que sur Instagram, hein, je crois. Il n'y avait pas aussi sur C'était multi, ouais. Multi-plateforme. Mais là, il s'est quand même
resserrer sur Instagram là, au fur et à mesure. Donc l'idée, voilà, c'est les gamins, ils sont en classe avec le livre et leur téléphone portable et ils produisent par-dessus. Bon, ils ont dû faire une expo derrière. On va essayer de voir le compte après. J'avais pas vu cette vidéo, on dirait un film des années 70. Bon, voilà, morceau sur Instagram. Est-ce qu'on va voir quelques réalisations? L'idée, c'est... J'aimerais bien aller voir le compte. Et il voit en cherchant sur Instagram. Peut-être, ouais. Est-ce qu'on va pouvoir chercher comme ça, là? Ouais, tu vois, il faut qu'on se connecte. Ou alors, il faut le faire avec un téléphone, brancher un téléphone ici, et aller sur Instagram le chercher. Vous avez la 3G? Le projet s'appelle iVoix. Oui, en fait, sur Instagram, si tu recherches l'hashtag Ivoire, en fait, il te sort Est-ce que tu arrives à retrouver des choses sur l'étranger plus particulièrement? il y a plein de photos, donc du coup, je navigue dans les commentaires. Ouais. Et pourquoi ça s'appelle Ivoire? Oh, ça s'appelle iVoix parce que vraiment, c'est un projet de très très longue date. Ça fait des années qu'il fait ça. Où chaque fois, les élèves utilisent des réseaux sociaux pour produire des textes. Alors, ça, je ne sais vraiment pas pourquoi. Maman devait se sentir libérée, plein Tu vois, les 5, c'est Ouais, il y a des hashtags particuliers, je pense. Voilà, c'est celui-là. Seulement, depuis un ordinateur, je ne peux pas aller sur Instagram. Non, mais c'est ça qu'on voit, hein. C'est exactement ça. Ouais, mais on pourrait voir un post. Qu'est-ce que c'est par exemple? Oui, parce que là, c'est un fil. Mais là, tu as un dessous. Tu vois, c'en est un, ça. Et donc, on ne voit pas de texte. Si, regarde. C'est seulement après la première et la seule visite de Marie que tout a commencé à devenir écrit en dessous. Chaque fois, les phrases, voilà, sont... On pourrait Ouais, généralement, il y a... Ah non, non, tu peux écrire beaucoup, hein. Mais là, les élèves ont écrit plutôt une phrase. Alors, les photos qu'on a ne sont pas du tout illustratives. Sont pas, voilà, s'il dit par exemple, je sais pas moi, ce matin je me suis levé, j'ai bu du coca, et on va pas voir le frigo et une bouteille de coca. C'est toujours, voilà, complètement imaginé, c'est les élèves de lycée, hein. Donc, je me souviens de chaque meuble et pour chacun d'entre eux, de chaque objet qui s'y trouve, pour chaque objet, de tous les détails et pour les détails eux-mêmes. Donc, et là, il produit une vidéo, une photo des poupées russes sur un meuble, voilà, de famille, et les élèves vont produire par rapport aux phrases, à certaines phrases du roman, ils vont les agrémenter de, voilà, de souvenirs, d'impressions qui passent par les images. Bon, c'est un travail qui est très sur la création là. Alors si, c'est classé, mais le problème c'est que sur un réseau social, il faudrait le prendre à l'envers, puisqu'au fur et à mesure, tu vois, le début de l'étranger se retrouve tout au bout. Alors ça gêne beaucoup les adultes, mais ça gêne pas trop les élèves en fait de remonter. Oui, mais alors s'il y a quelqu'un qui veut poster une image sur le début du livre. Ah ben non, parce qu'il a organisé ça selon la lecture. Ouais, il a organisé ça selon la lecture du roman. Ce que je ne sais pas, c'est si au final, non, c'est pas toute la lecture qui est reprise, c'est des phrases dans le texte, quoi. C'est pas l'intégralité du roman n'est pas écrite. Ouais. Ouais, comment je ne le sais pas. Organisé par l'enseignant, ça va. Ouais. On disait de telle page à telle page, par exemple,
J'imagine que c'est ça, les textes les parties qu'ils étaient en train de lire à ce moment-là. Ouais. Voilà, et donc après, c'est vrai que ce projet Ivoie qu'il fait, Jean-Michel, c'est un projet de très très longue haleine et où il a invité les élèves à créer avec des réseaux sociaux, avec tous les réseaux sociaux qui existent, et avoir des projets qui lui ont complètement échappé. C'est-à-dire que maintenant, il y a des élèves qui continuent à publier sur le blog d'Ivoie sans que lui... Alors que c'est des élèves qui l'ont plus depuis 3-4 ans. Il en est à plusieurs millions de vues quoi, sur ce site. C'est un truc qui lui a échappé d'une certaine façon, puisque certains élèves continuent à écrire dessus. Et en fait, ce qu'il fait en lycée, c'est qu'il prend 1 heure du cours de français, et cette heure-là, 1 heure par semaine, elle est pour Ivoie. Et après, dans le reste du temps, il bombarde un petit peu, voilà, mais il s'octroie cette possibilité de dire, voilà, pendant 1 heure, on fait quelque chose de complètement créatif et 1 heure projet, quoi, en fait. Après, voilà, sur l'écriture, c'est des élèves qui ont vu des choses vachement intéressantes, quoi, parce que ils sont dans un environnement qui les pousse à être très créatifs, quoi. Moi, je l'ai vu plutôt avec l'image, où je me suis dit, tiens, finalement, ils sont très créatifs. Mais lui, il le voit peut-être plus avec les textes, alors pas là-dessus, puisque c'est des phrases de Camus, mais sur d'autres projets. C'est très branché poésie quand même, il voit. C'est très souvent plutôt de la poésie. Ouais. Et voilà, c'est un joli truc, mais vous verrez beaucoup de choses sur Ivoie. Si vous tapez Ivoie, vous allez voir le blog et puis pas mal de vidéos où il explique ce qu'il a pu mettre en place. Après, c'est quelqu'un qui milite beaucoup. Moi, j'ai fait une petite vidéo de lui dernièrement que je passerai à la conférence, qui milite. Voilà, son leitmotiv, c'est ce qui n'est pas sur Internet n'existe pas aux yeux des élèves. Et donc, il est très pas extrême là-dedans, mais bon, il va assez loin, quoi. Et militant là-dedans. Alors que lui, il n'est pas un foufou de réseaux sociaux par ailleurs, hein. Mais voilà, il essaie d'avoir une approche d'éducation aux médias et de ne pas diaboliser les réseaux sociaux, mais de faire en sorte que les élèves les utilisent pour des choses valorisantes. Et de dire, tiens, avec Instagram, tu as fait un truc super beau, avec Facebook, tu as vu, on a fait un truc, c'était poétique, c'était... Voilà. Et que ça leur change un peu des usages qu'ils ont peut-être entre eux, qui sont des usages très limitatifs, quoi, quelquefois. Bon, voilà. C'est un peu toujours le même problème. Et... en sciences, je ne connais pas de nom, mais je pense à ça parce qu'en sciences, il y a beaucoup de profs qui utilisent encore Facebook sur des films d'expérience, où ils filment des expériences, ils ont des pages, par exemple la page du cours de physique de Monsieur Machin. Les élèves prennent les vidéos des expériences, puisque les expériences on en fait de moins en moins, qu'elles sont faites sur la paillasse du prof. Ils filment l'expérience, chaque fois un élève différent, et il la poste sur la page de la classe ou la page qu'a monté le prof. Et donc, il y a pas mal de profs de physique, je sais, qui fonctionnent comme ça. Comme ça, l'expérience, elle est visible par tous. Et il la met en ligne, enfin, c'est les élèves qui la mettent en ligne via le compte de la classe. Donc, il externalise complètement ça, le prof. Il fait son expérience, quelqu'un le filme, et puis c'est chaque fois un élève différent qui s'occupe de faire un petit compte rendu. Et voilà, ça permet de partager. De toute façon, les élèves le font déjà, hein. Les élèves de lycée, moi je les vois travailler à la médiathèque. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent en photo les pages du cahier ou les pages de leur cours, ils les envoient à celui qui n'était pas là ou celui qui n'a pas son cahier, ou ils les demandent, tiens, envoie-moi ça, et ils bossent beaucoup avec leur téléphone, quoi. Et on ne s'en rend pas trop compte, hein. Mais c'est des choses qui se développent. Après, je ne sais pas les usages. À Tahiti, ici, s'il y a des grosses différences, si les élèves ont peu de téléphone ou pas, qu'est-ce que vous en savez, vous, de ça? C'est vrai. En lycée et en collège aussi ou pas? En collège aussi. Ouais, après les règlements, c'est pareil en France, les règlements, mais c'est des choses qui vont être amenées à évoluer. Vous avez vu, le ministre, il a dit, le ministre de l'Éducation, Blanquer, a dit, voilà, on va interdire, enfin non, Macron a dit, on va interdire les téléphones portables dans les collèges. Bon, c'était pendant la campagne présidentielle. Il a dit ça parce que, je ne veux pas dévoiler des secrets de polichinelle, je pense, mais il a dit ça pourquoi? Parce que c'est des choses qui font plaisir à entendre à certaines parties de la population. On a l'impression que les problèmes viennent des téléphones. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de problèmes avec les téléphones portables dans les établissements. Il y en a, mais est-ce qu'il y en a à un point où c'est invivable? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si les élèves se filment trop dans les établissements ou s'ils filment les profs.
Il y a eu une période, je pense. Je crois Tout au aussi. début, il y a eu, enfin, comme partout, hein, Mais oui. comme pour tous les outils, il y a eu une période où il y avait mes utilisations de téléphone. Maintenant, ça s'est beaucoup calmé. Hein. Moi, j'entends pas des choses dingues. Hein. Oui, mais moi, j'ai pas l'impression. Moi, je fais beaucoup de bahuts et chaque fois, je demande, je dis, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est grave, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a toujours des petits épiphénomènes qui sont souvent des phénomènes qui sont nés à l'extérieur et qui posent problème à l'intérieur. Mettons une bagarre dans un établissement parce que la veille au soir, il y a eu tel truc voilà. Mais finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Macron a fait cette annonce derrière Blanquer est obligé de mettre en place. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que c'est tranquillement, oui, mais on pourra toujours faire des innovations, oui, mais il a bien compris que c'était un outil fabuleux, que le biode, les conseils départementaux sont très pro-biode, parce que eux, c'est beaucoup moins d'investissement, vous imaginez. Et puis, le problème de connexion que vous avez rencontré tout à l'heure, ben, avec le biode, quelque part, les élèves, ils ont leur connexion, ou pas, mais en tout cas, ils savent... Ouais, ils ont leur matériel, quoi. Ils n'ont pas tous de 4G, voilà. Je pense que le problème, c'est ça. Ils savent se partager la 3G. Ah ouais? Oui, ça, ils savent très bien. Quand il s'agit de jeux... Oui, bah, mais ça, c'est automatique. Mais encore une fois, on n'a pas toujours besoin de la connexion. On peut prendre des photos, s'enregistrer, et après, on peut avoir à un moment donné besoin d'un peu de connexion pour effectivement faire passer les infos. Mais quand c'est fait à la maison, par exemple, tout ça, c'est des trucs qui sont faits en classe. Moi, Instagram, j'ai jamais rien fait en classe. Ce qu'on faisait en classe, c'est que de temps en temps, on regardait alors qu'est-ce qui a été fait hier soir? Ouais, il y avait un super truc, magnifique photo, tiens, on en reparle. Mais au fur et à mesure, j'en parlais plus. Et ça se faisait que en dehors. C'est quelque chose qui existait en dehors de la classe. Et c'était un peu les devoirs à la maison, quoi. Il fallait qu'ils prennent des photos. Bon, il y avait pire, hein, comme devoir. Donc voilà, je ne l'ai plus refait, hein, ce projet-là. Mais en tout cas, ça a permis aux élèves de prendre des vraies photos, quoi. Autant leur apprendre à prendre des photos, parce qu'ils ont tous un appareil photo dans la poche. Donc, des photos. Il n'y a jamais de problème d'élèves qui vous interrompent en vous disant « Ah, mais là, ce que tu dis, c'est pas vrai. Hein. Sur Internet, voilà, tu viens de dire une bêtise. » J'adorerais qu'on me dise ça. J'adorerais qu'un élève me dise « Mais monsieur, ça s'écrit pas comme ça. » Ou alors « Non, Voltaire n'est pas né en 1900, en 1700, je sais pas combien, j'en sais rien d'ailleurs. » J'adorerais qu'un élève me fasse ça, et c'est ce qui se passe à la fac. Ben oui, je sais bien. Mais moi, mon avis personnel, c'est que c'est tout à fait normal et que tant mieux, quoi. Je veux dire, si les élèves vont vérifier les informations, c'est qu'ils ont de l'esprit critique, c'est qu'enfin, ça fait partie de la démagistralisation du prof et ça va être dur à avaler. C'est sûr que ça va être dur à avaler, mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir en passer par là. Je veux dire que les informations elles changent tellement vite que forcément, les cours d'un prof, ils peuvent être à un moment donné obsolètes. En tout cas, un cours de... Alors, pas un cours d'histoire, bien sûr, mais un cours sur l'économie, par exemple, c'est difficile pour le prof d'être à la page et tout ça. Alors, quelquefois, il pourrait dire à ses étudiants, bon, ben voilà, comme on a fait tout à l'heure, hein, vous voulez vérifier les informations, parce qu'il faut peut-être le prendre comme ça. Ok, ben oui, c'est vrai, peut-être que je ne sais pas tout, très bien, mais écoutez, puisque vous avez des moyens de vérifier les informations, moi, peut-être que j'ai un rôle un peu différent, donc je vais prendre un peu un rôle d'animateur. Par contre, le cours, c'est vous qui allez le préparer, et... alors, ouais, c'est une façon d'inverser un peu la classe et de dire, ben, écoutez, allez-y, produisez les données, allez chercher les informations, si vous en êtes capable, et ça va devenir vachement plus intéressant. Ça casse le déroulé pédagogique parfois aussi. Ah, c'est sûr. Voilà. C'est certain. Je dis ça, j'ai très peu d'expérience de ça. Ouais, mais ouais. parfois, non, mais on l'entend. deux fois, ça m'est arrivé. Et c'est quelqu'un de particulièrement emmerdant. Ouais, mais oui. Constamment. Mais t'inquiète pas. Ouais. Ce que j'allais dire. Ouais. Et puis tu sais, t'as ton cours, t'es prof de fac, t'as ton cours il est en ligne depuis 3-4 ans, et t'as l'élève, ça fait 2 ans qu'il a déjà téléchargé ton cours, et toi t'arrives, tu dis, bon, mais voilà, on va faire un cours sur ça, le mec dit, ok, je sais où on va, tac, tac, ah oui, elle déroule, ah tiens, elle a rajouté un petit truc, tac, tac, et là, c'est trop tentant, quoi, de dire, oui, et d'ailleurs, est-ce que vous avez parlé de ça? Oui, je vais en parler après, ah oui, d'accord, voilà, mais, ouais, mais tu as raison, ouais, tu as raison, mais ça, ce sont à mon avis des indicateurs qui nous montrent que ça change, quoi. Et que quelque part, les élèves,
S'il te pose cette question-là, c'est-à-dire qu'il en a un peu marre d'être passif et d'écouter, et que peut-être il faut leur dire, bon allez maintenant, vous allez chercher les infos, quoi. Par exemple, sur Wikipédia, il y a tout maintenant, il faut alors, parlons un instant de Wikipédia, il nous reste 2 minutes. Non, moi, je leur conseille d'utiliser. Ah ben alors, J'ai des on est d'accord. collègues, qui sont horrifiés par Ouais. Mais pourtant, ces collègues-là, ils vont où chercher l'information? je me leur demande. Est-ce que vous avez des encyclopédies qui datent de, je sais pas, qui ont 5, 6, 10 ans? Quelque part dans un CRD, là, ou un... Il y a une bibliothèque universitaire. Bon, mais ça serait très intéressant d'aller prendre des informations, par exemple, sur Kadhafi, sur les boucs, voilà. Et sur plein de domaines. Non seulement il est encore vivant, mais c'est quelqu'un de très fréquentable. Et du coup, Wikipédia, c'est quand même... c'est un outil qui est fabuleux. Et on se rend compte que le savoir, il prend une ampleur, chaque année, il se démultiplie. C'est la loi de Moore, je crois. Hein. C'est le savoir, il monte de façon exponentielle. Donc plus ça va et plus on sait de choses. Actuellement, Wikipédia est plus au point que l'encyclopédie Britannica, qui est une encyclopédie hyper puissante. Actuellement, sur certains points, donc c'est des sciences, encore une fois, Wikipédia est plus au point. Alors bien sûr, sur le conflit israélo-palestinien, on ne va pas aller sur Wikipédia, parce que chaque 2 heures, ça change, quoi. Voilà, forcément, il y a des luttes qui se font à cet endroit-là. Mais Wikipédia, c'est le rêve réalisé de Diderot et d'Alembert, et je veux dire, on n'a plus les moyens de payer des gens à imprimer. Une fois que le truc est imprimé, mais ça y est, il est obsolète. Donc on ne va pas consommer du papier et le jeter automatiquement. Donc à un moment donné, il faudra apprendre à travailler avec ça, avec toutes les imperfections que ça a. Mais on va vers une pédagogie inversée, c'est-à-dire on met à disposition une documentation où il la cherche. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui disent ça. Ouais, il y en a certains qui disent maintenant le savoir est disponible toujours et partout. Téléphone, Internet, voilà, le savoir est partout. Ouais, mais est-ce que c'est parce que le savoir est partout que les gens sont plus intelligents? Non. Voilà. L'idée, c'est d'arriver à se dire, bon, mais maintenant, comment j'apprends aux élèves à aller chercher rapidement du savoir, à savoir ce qui est important pour eux et à mettre de côté ce qui ne l'est pas, et comment j'apprends les élèves à avoir de l'esprit critique. Parce que sur Internet, ok, si je veux voir des vidéos qui me prouvent que la Terre est plate, je vais en trouver plein, quoi. Les platistes, ils sont à fond sur Internet en ce moment, à fond sur YouTube, et donc ils ont pas fait les calculs d'Ératosthène, ils ne savent pas que la Terre est ronde et qu'on le sait depuis plus de 2000 ans. Et du coup, il faut apprendre aux élèves à dire « Attention, ça sent la vidéo farfelue, ça c'est un site que je peux croire », et je crois qu'il y a une urgence. Mais ce n'est pas parce que le savoir est disponible là que les élèves vont être plus intelligents, et la preuve, nous, on ne passe pas non plus nos vies sur Wikipédia, quoi. Mais ouais... Pour nous, profs de français, il y a le problème du plagiat. Ah ouais, bien sûr. C'est rentré d'ailleurs dans le socle, dans les compétences. Enfin, pour tous les profs. Ouais. Oui, tu sais bien les problèmes qu'on a au niveau des thèses, de plagiat dans les thèses, quoi. C'est un gros problème. Hein. On a des outils pour ça, pour vérifier. Hein. Mais Google est un outil pour vérifier. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut leur faire voir aux élèves qu'on sait aussi rechercher dans Google une rédaction qui aurait été faite. Moi, j'ai un élève qui m'a produit un truc de Baudelaire une fois, écrit, nickel, hein, le portrait ovale, je crois que c'était. Superbe, j'ai dit ça, j'ai lu une ligne, j'ai dit bon, ok, ça n'est pas de toi, mais écoute, on va vérifier de qui c'est. Et j'ai pris ça devant les élèves, lui, il a changé de couleur, et puis c'était Baudelaire ou Edgar Poe, je sais plus. Ben voilà, il faut leur faire voir qu'on sait ça. Faire la différence entre citation et plagiat, c'est une compétence du socle. Et donc il faut leur... C'est tellement tentant d'aller fouiner comme ça. Surtout que les autres ne savent pas. Je publie et les autres ne savent pas. Bon, a priori, l'autre n'est pas censé être allé sur le site ou aller copier. Et oui. Donc tu te crois seul. Et puis il y avait ce prof doc qui avait fabriqué un faux nom sur Wikipédia, hein, un faux nom d'auteur, qui avait fait une fausse page d'auteur. Ça avait duré, ce que ça avait duré, c'est-à-dire la soirée. Personne n'avait eu le temps encore d'aller modérer cette page et d'aller dire « mais ce mec n'existe pas ». Et puis il avait demandé à ses élèves de faire une recherche sur ce personnage-là. La seule réponse qu'ils avaient trouvée, c'était Wikipédia. Il a incendié ses élèves en leur disant « ben voilà, vous êtes tous des blaireaux parce que vous êtes allés voir sur Wikipédia ». Mais c'est lui qui a pourri le web, quoi. C'est lui on l'avait accusé de ça, quoi, d'ailleurs. On a dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais?
tu vas dans un restaurant, tu mets de la mauvaise nourriture et tu dis, mais vous êtes fous d'aller dans des restaurants, vous avez mangé la mauvaise nourriture. Oui, mais c'est toi qui l'as apporté, cette nourriture, parce que normalement, on mange bien dans ce resto. Et voilà, c'est un peu gênant, quoi. Hein. Ça sera ce qu'on en fera, Wikipédia. Et je crois que c'est déjà... plus personne maintenant ose dire que c'est pas utile et que c'est pas utilisable. Et il y a encore quelques mohicans qui disent, oui, mais non, on ne peut pas laisser aller les élèves sur Wikipédia. Ben, c'est vrai, parce que des fois, c'est trop fourni, quoi, c'est trop costaud. Donc il faut aller sur Wikidia, que vous connaissez peut-être, qui est pour les 13-18 ans, Wikidia. C'est bien. Et puis moi, ce que j'engage à faire, c'est faire que les élèves fassent voilà, produire sur Wikidia. C'est super et ça leur permet de devenir producteurs, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. On se revoit demain pour travailler sur des applications iPad, qui sont sur iPad, qui sont gratuites. C'est des applications que j'ai choisies parce qu'elles sont d'une part très intéressantes, très belles et très instructives et encore une fois détourner ces applis pour en faire des contenus pédagogiques. Il y aura des choses en sciences, il y aura des choses en lettres, il y aura des choses en langue et premier degré jusqu'au lycée. Donc voilà, vous pourrez travailler un peu voilà, sur des choses qui vous plaisent. Vous aurez encore une fois un peu le choix de travailler sur ce qui vous intéresse le plus. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.